Bonjour. 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 Check. Tout le monde nous entend. Ça fonctionne. Top. Bonjour Solène, bonjour Julien, Mounia, Gaël. Je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Vous êtes déjà 125. Bonjour Chloé. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue à ce webinaire dédié à l'IA, plus spécifiquement dans le monde RH. Je pense qu'il est important en ce début d'année de clarifier un petit peu le sujet, les enjeux, les attentes. C'est pour ça que j'ai ce matin invité un panel d'intervenants qui connaissent tous le sujet, qui ont tous des choses à dire sur l'IA. Première intervenante, c'est Julie. Bonjour Julie, je te laisse te présenter. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Gladin, je suis une ancienne DRH. Ça fait 16 ans que j'évolue dans le secteur des ressources humaines et en parallèle de mes activités, j'ai cofondé avec Marilyn, qui est elle aussi une ancienne RH, Ava HR, qui est une plateforme SaaS, donc pensée par et pour des RH et qui a pour ambition de soulager la fonction de tout ce qui concerne la génération de contenu, la recherche d'inspiration, le rédactionnel. Voilà, donc c'est assez vaste et j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Et merci pour l'invitation, Christophe. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour échanger sur le sujet. Avec plaisir. Salut Émeric. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc moi, Aymeric, je suis psychologue du travail de formation. J'ai également une formation en data science. Et aujourd'hui, je suis directeur scientifique chez Assessors. Donc Assessors, c'est quoi en quelques mots? C'est tout simplement une solution de gestion prédictive des talents qui va justement coupler sciences comportementales et intelligence artificielle pour permettre aux entreprises de prendre de meilleures décisions RH, de meilleures décisions de recrutement et aussi aux candidats collaborateurs de faire de meilleurs choix de carrière. Salut Adrien. Salut à tous, salut Christophe. Donc, je suis Adrien, je suis le country manager en France pour Softgarden. C'est un ATS, un logiciel de recrutement. On appartient aujourd'hui à un des plus gros groupes de tech RH en Europe, d'à peu près 1000 personnes. Et on gère entre 2-3 millions de candidatures chaque année dans notre système. Donc, hâte de parler de cette vraie problématique. Bonjour Pierre. Bonjour Christophe et bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Pierre Monclos. Ça fait 15 ans que je travaille dans les RH, dont 10 ans chez Youno, où j'ai été DRH et en veille sur toutes les évolutions technologiques, réglementaires qui touchent aux ressources humaines. Et puis, depuis quelques semaines, je déploie aussi maintenant mes propres conférences et formations sur l'IA pour les RH et d'autres sujets autour des innovations RH, en allant interviewer des RH pour essayer de les restituer dans des événements comme ça. Donc, on va parler d'exemples concrets. Tu peux partager aussi ton bouquin, le lien vers ton bouquin dans le chat, Pierre, puisque trop sympa. Et sur l'écriture et innovation RH, tu vois, voilà, tu vois. J'ai fait un bouquin sur les évolutions RH dans la tech qui devrait inspirer les entreprises traditionnelles quand les startups scale-up licorne réinventent les RH. Je vous mets le lien. Top. Et puis, Julien. Salut Julien. Alors Julien, je vais essayer de lire sur les lèvres. Donc bonjour, je suis CEO de Bidiz. Je remets le micro, c'est bon, vous m'entendez? Pardon. Ouais, c'est bon. Oui, je disais merci de me recevoir à nouveau. Donc Julien, je suis le CEO et l'un des fondateurs de Bidiz. Et Bidiz qui est une plateforme de formation avec des formats qui vont être très tournés vers l'engagement, la complétion, la génération de connaissances sur le terrain et du coup est utilisé énormément par les grosses boîtes françaises et européennes. Top. Alors pour démarrer ce webinaire, une petite question au public. J'aime bien. Alors c'est pas celle-là. Je vais y arriver. Tac. Petit sondage. Que pensez-vous des IA génératives? Ça fait flipper. C'est génial. Je ne sais pas quoi en penser. Histoire de prendre un peu le pouls et de voir un peu ce que vous en pensez. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Là, je vois qu'on est 230 pour le moment. 120 réponses, allez-y, encore quelques secondes. Il n'y en a pas beaucoup, ça fait flipper, quoi. Comment? Il n'y en a pas beaucoup de ça fait flipper. Non, c'est marrant. Je m'attendais à plus de ça fait flipper. Finalement, pas tant que ça. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire à interagir, à nous poser vos questions ou à nous donner votre avis dans le chat.
Alors principalement, je partage les résultats. Ça fait flipper pas tellement au final, donc c'est plutôt une bonne chose pour la fonction RH, c'est plutôt rassurant. Et puis après, on a du c'est génial pour un peu moins de la moitié, on va dire 40% des répondants, et en majorité, vous répondez quand même je ne sais pas quoi en penser. Donc, je pense qu'il est intéressant de faire ce type de webinar pour éclairer un peu sur le sujet. Du coup, je vais poser la même question à nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais commencer par Pierre. Alors moi, tu vois, j'aurais répondu aussi et je sais pas quoi en penser parce que je trouve que et c'est génial et ça fait flipper. Et c'est génial parce que ça va abaisser plein de barrières. La version la plus simple de le dire, c'est que ça rend accessible l'intelligence, entre guillemets, à plein de gens qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent. On peut faire beaucoup de choses sans avoir beaucoup de compétences, juste en utilisant les IA et même en discutant avec une IA à voix haute. Donc, il n'y a pas besoin de compétences techniques et ça va aller de mieux en mieux sur ces sujets-là. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais ça fait flipper parce que les biais et les dérives des IA vont tellement vite, soit contre la planète, soit contre l'humain, avant même de voir les usages RH, moi, il y a quand même des trucs qui m'interpellent. Je donne un exemple pour terminer mon propos. Vous avez peut-être vu, mais il y a 2 mois, dans le groupe qui détient Facebook, qui s'appelle Meta, ils ont réussi, en reliant les technologies d'IA générative à d'autres systèmes d'IA que je ne maîtrise pas, et en mettant des capteurs sur la tête d'une personne, à générer une image que cette personne avait vue pendant une seconde. Alors l'image n'est pas exactement la même, mais en fait, on peut lire dans les pensées et le régénérer pour le restituer en temps réel. Donc moi, je trouve que c'est génial et ça fait flipper à la fois. C'est l'exemple qui m'a le plus marqué. Julien, qu'est-ce que tu en penses? C'est prometteur, je dirais. Je suis plutôt optimiste. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est une suite logique parce que finalement, l'IA, c'est quelque chose qui est très présent depuis longtemps maintenant. Je crois que c'est 1956, je crois, le début où on a commencé à en parler. Et en fait, si on cherche à le définir, peut-être avant de sauter dedans, parce que souvent, on parle beaucoup et puis on n'a pas vraiment défini les choses. Je me teste à l'exercice, mais vous m'excuserez, je ne suis pas non plus un grand spécialiste du sujet. Mais donc, si on cherche à définir l'IA, on va d'abord essayer de définir l'intelligence, ce qui est difficile parce qu'il n'y a pas de consensus commun. Mais disons que l'intelligence, ça peut être la possibilité la capacité en tout cas de traiter une information pour résoudre un problème complexe. Le fait que ça soit artificiel, c'est que du coup, c'est pas fait avec un cerveau humain, avec logique biologique, on va dire, mais plutôt avec une machine et une logique électronique. Après, il y a aussi, je pense, une différence d'objectif. C'est-à-dire qu'une IA, c'est un humain qui va lui donner un objectif clair et défini. Une intelligence tout court, ça va être l'humain qui se met son propre objectif, et là, c'est plus difficile à définir. Donc, il y a des cerveaux qui sont faits de plein de contradictions, d'émotions, d'évolutions. Voilà, sur des choses très différentes. Et l'IA générative, dont on parle en fait quasiment tout le temps maintenant, par rapport à l'IA au global, elle est là pour créer des contenus à partir d'informations qu'elle a eues précédemment. Elle va lire beaucoup de textes, par exemple, et être capable de générer un livre ou une histoire sur un sujet. Et après, le dernier point que je trouve intéressant, c'est de dire comment ça marche derrière. Et là, Pierre, tu me compléteras si je vais manquer des choses, mais globalement, je pense qu'il y a 2 systèmes. Il y a l'aspect programmation fait dans l'histoire de l'informatique en disant j'ai tant de règles à suivre. Par exemple, je vais faire un gâteau, je sais comment faire ce gâteau, donc je pose des règles pour que ce gâteau soit fait. Donc il y a des étapes avec des règles claires. Et il y a l'autre aspect, donc ça c'est la programmation, et l'autre aspect qui est l'apprentissage, donc le machine learning, où on va dire je vais regarder plein de gens faire des gâteaux, je ne connais pas la recette, mais je vais en déduire quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, on est sur ce dont on parle en ce moment en termes d'IA. Et effectivement, c'est prometteur, assez bluffant aussi pour ce qu'on peut y faire. Et on est sur une époque, je pense, particulière avec la sortie notamment de OpenAI et de ChatGPT qui ont un peu été l'iPhone de l'IA. Ça a rendu la chose hyper visible au public. Ça a généré beaucoup d'investissements dans le domaine et donc ça a été un gros accélérateur. Donc voilà, pour la définition, j'espère avoir pas dit trop de bêtises, mais et mon idée en général, c'est plutôt que je trouve ça prometteur, pas trop flippant pour l'instant.
Alors, merci Julien. Tu as un peu d'écho, Julien. Ah, pardon. Alors, pardon, Stéphanie qui nous dit c'est une belle opportunité d'évolution et de changement. Ensuite, tout dépend de ce qu'on en fait. Et quand on est RH, il est important de veiller à ne laisser personne sur le bord de la route. Je crois que oui, ça, on y reviendra, mais c'est un des enjeux. Julie, quel est ton avis? Alors moi, je rejoins un peu Pierre sur le mixed feeling. Au début, plutôt réfractaire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plus sur le côté perso, sur ce que ça implique pour nos enfants et tout ça. Mais voilà, ça les pousse pas forcément à réfléchir ou à penser par eux-mêmes. Ça, c'est du vécu. Mais en creusant et en pratiquant, à titre pro, je me suis vite aperçue du potentiel et du fait que ça nous aidait énormément, mes équipes et moi. Aujourd'hui, voilà, ce que ça m'inspire, c'est l'idée que la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. J'y vois en fait côté RH l'opportunité vraiment de repenser notre approche, nos process, d'explorer des nouvelles possibilités et surtout d'apporter un nouveau souffle à la fonction. Ça marche. Alors, ce qui serait cool, c'est que chacun éteigne son micro pendant que quelqu'un parle, comme ça on n'aura pas d'interférence. Sauf toi, Adrien, puisque c'est ton tour. Juste quand je venais d'appuyer sur le bouton pour me rendre muet. Alors, moi, c'est un peu comme Pierre et Julie, effectivement, j'ai ces mixed feelings, je suis un peu entre deux, mais globalement, je vois ça comme un vrai facilitateur. Je parle vraiment des IA génératives et dans le cadre pro surtout et en entreprise, ça peut être un vrai facilitateur. Après, une part aussi à ne pas négliger, c'est l'importance de donner accès à tout le monde à l'éducation aussi autour de ces nouvelles solutions. Parce que de les avoir à dispo, c'est chouette. Et comme disait Julien, le pouvoir de les démocratiser, et on a tous pu tester via ChatGPT, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Tout le monde peut faire l'expérience de première main des IA, c'est chouette. Mais après, il faut savoir, je pense, se sensibiliser à ça, alors soit tout seul, soit en collectivité, soit au sein de l'entreprise, de pas hésiter à créer du dialogue et des discussions ouvertes là-dessus sur où est-ce que ça peut nous aider. Et après, ça peut vraiment changer d'un secteur à l'autre, d'un corps de métier à l'autre. Il peut y avoir un intérêt différent. Mais voilà, en deux mots, moi, je vois ça comme un vrai facilitateur, mais le mot aussi que je retiendrai, c'est éduquer. Faut pas oublier d'éduquer pour donner un vrai cadre. Et ouais, c'est ce que dit une des participantes qui dit le véritable danger de l'IA ne vient-il pas des humains? Effectivement, c'est la façon dont on va les utiliser. Et puis, Émeric, qui va nous donner, j'imagine, des chiffres, qui va avoir un discours. Non, je vais vous donner la version hyper positive. Moi, je suis très, très, très optimiste. Je pense vraiment qu'on est dans une période, on va dire, vraiment une révolution, on va dire, majeure du même titre qu'on a pu vivre, en tout cas moi un peu moins puisque j'étais pas encore né, mais avec la révolution Internet, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque, selon moi, de transition qui est du coup à la fois excitante, mais aussi un peu confusante, puisque tout est en train de changer, tout est en train de se créer. Comme le disait Adrien aussi, je pense que c'est la première fois depuis qu'on parle d'IA qu'il y a vraiment un engouement individuel et collectif qui est assez énorme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, au final, c'est devenu accessible à tous, alors qu'avant, on parlait d'IA, mais c'était peut-être un truc un peu lointain, un truc inaccessible, alors que là, du jour au lendemain, tout le monde, ça doit être plus, si tu veux un chiffre, ça doit être plus de 180 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. Donc vraiment, clairement, pour moi, une évolution majeure, mais qui se lève aussi du coup des craintes qui sont assez légitimes. Et je rejoins du coup ce qu'on disait dans le chat tout à l'heure, c'est que quand on parle d'IA générative, pour moi, on oublie beaucoup la composante humaine. C'est-à-dire que selon moi, l'IA, c'est avant tout un changement humain plutôt qu'un changement réellement technologique. Puisque quand on y pense vraiment dans le fond, une technologie en soi, aussi bonne soit-elle, elle ne va pas changer une société. C'est vraiment sa réappropriation par un être humain, par les êtres humains, par la société, qui va en faire une évolution qui est assez concrète. C'est-à-dire que si personne n'avait utilisé ChatGPT, peut-être qu'OpenAI, ça existerait déjà plus potentiellement. Et je pense que la plus grosse, on va dire, le plus gros challenge, c'est justement d'éviter de se positionner dans une position de concurrence face à la machine. C'est-à-dire que même si j'entends Pierre, Julie, c'est-à-dire qu'il y a des craintes, ça fait flipper, et encore une fois, c'est légitime, c'est important que ça ne vienne pas obscurir, on va dire, notre vision de l'avenir. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, et vous pouvez le voir sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui vont se positionner
vraiment en concurrence de la machine, à essayer d'agir comme elle. C'est-à-dire de par notre ego se dire je peux faire mieux, regardez la machine ça marche pas, etc. Vous avez juste aller sur LinkedIn, et c'était surtout vrai au début, on avait plein de gens qui mettaient des prompts, des screenshots GPT en disant regardez, j'ai mis ça en prompt, ça répond à côté, c'est nul, l'humain est meilleur, etc. Ça, au final, ce genre de choses, je pense que c'est extrêmement dommage, et que ça nous fait passer à côté d'une incroyable opportunité de nous recentrer vraiment sur ce qui fait notre humanité, on va dire, dans le fond. Et encore une fois, pour moi, l'IA fait des erreurs, l'IA fera toujours des erreurs, mais une meilleure question à se poser, c'est justement, est-ce qu'elle nous permet de faire mieux que le statu quo un peu humain, d'être meilleur? Et donc je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail, que ça soit au niveau individuel, de curiosité, d'émancipation intellectuelle, mais aussi au niveau collectif, pour que chacun, on va dire, apporte ce regard là-dessus, que chacun co-construise, on va dire, un monde meilleur pour demain, on va dire, où l'IA a avant tout des bénéfices. Mais donc je pense qu'au final, l'IA, pour moi, c'est avant tout une problématique humaine, plutôt que technologique. Et encore une fois, on va dire, si chacun y contribue, si chacun peut apporter sa vision, chacun peut trouver des réponses à ces questions, on va dire l'optimisme sera de rigueur, et ça nous permettra d'avancer sereinement. Merci Aymeric. Une question subsidiaire là, que je n'avais pas posée, parce que je leur ai envoyé un petit doc de préparation, mais je vais rajouter des surprises. Vous, dans votre quotidien de tous les jours, est-ce que l'IA, dans votre quotidien à vous, dans votre planning, a transformé vos modes opératoires au quotidien, Pierre? Alors, les modes opératoires, ça dépend lesquels. Travail, est-ce que ça t'a permis de changer ta façon de travailler, d'accélérer, d'en faire plus, Alors, oui, clairement. Moi, je m'y suis mis à peu près il y a 1 an. Je partais de zéro. Et au début, je le faisais plus pour m'amuser. Mais là, depuis septembre, moi, j'y passe à peu près 1 heure par jour, et j'ai essayé de mesurer. Donc, c'est que des ordres de grandeur, ça n'engage que moi et ma manière de travailler. Mais je pense que par semaine, ça me fait gagner une quinzaine d'heures sur le travail que je fais. Et je dis ça juste parce qu'il y a plein de trucs que je préfère continuer à faire par moi-même. Je pense que je peux le faire avec l'IA, mais soit par plaisir, soit parce que je me dis, mais ça, je le maîtrise pas assez et je préfère le faire. Et puis quand je le maîtrise, ok, je passerai par l'IA, ce qui sont des choix très perso. Et du coup, ça a transformé mon rapport à pas mal de choses. Et il y a 2 manières de faire. Il y en a qui préfèrent générer des choses avec l'IA et ensuite les challenger. Moi, je préfère faire l'inverse. Je préfère faire une V1 moi, pour pas avoir de biais ou quoi que ce soit, et demander à l'IA de challenger, sauf quand j'ai pas le temps. Quand j'ai pas le temps, je fais l'option 1. Ouais, je suis un peu comme toi, moi. Je crée d'abord mon idée ou mon article, et ensuite, je l'utilise pour optimiser ou réordonner. L'avantage, c'est qu'on garde c'est nos données, c'est nous qui avons imaginé le concept. Donc, je trouve que dans ce sens-là, c'est assez performant, Aymeric. Alors, clairement, un peu aussi dans le même style que ce que vous dites là, tu vois, d'abord créer un V1 et après aussi chercher à l'optimiser, etc. Après, je sais que moi aussi, je l'utilise beaucoup dans le cadre aussi du quotidien, puisque c'est mon job de travailler sur ces éléments-ci. Mais par exemple, des choses bêtes, mais ça m'a aussi... Du coup, je ne sais même pas si le bon mot, c'est apprendre de nouvelles technologies, tu vois, en termes de développement, par exemple Python, etc. Puisqu'au final, tu as des outils qui sont en mesure de te générer le code. Donc, au final, ça marche, tu comprends ce que tu fais, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis en maîtrise de cette technologie? Je ne sais pas. En tout cas, je sais l'utiliser. En tout cas, aller chercher les bonnes infos pour l'utiliser, aller générer le code, on va dire, qu'il faut pour réaliser la tâche dont j'ai envie. Donc, un gros impact déjà là-dessus. Je crée aussi, on va dire, beaucoup de contenu, et je vous reprends l'exemple de simplement hier. C'est-à-dire que là, j'avais pas mal de vidéos à faire pour un congrès de psycho à San Diego. C'est-à-dire qu'on va présenter les conférences là-bas, mais en amont, ils demandent Quel frimeur, celui-là. de créer des vidéos, tu vois, au cas où si tu es absent, etc. Et au final, il y a un petit outil qui s'appelle Agen, qui aujourd'hui fait des vidéos qui sont d'une qualité qui est incroyable. Donc, tu vois, hier, j'ai fait 5 vidéos. Ça m'a évité d'aller en studio pour les enregistrer, etc. Mais la qualité est vraiment ouf. Donc, même à ce niveau-là, tu vois, on a un gain qui est assez énorme. Et puis, on en avait parlé après, nous, lors d'un webinaire, mais on peut utiliser ChatGPT, ou je ne sais plus, avec David, on en avait parlé, pour créer une fiche de poste, pour
pour s'appuyer pour créer un entretien structuré. Julie, tu peux nous donner plein d'exemples, c'est ton boulot ça, de faire ces formats aujourd'hui simplifiés pour les RH à partir des IA génératives. Ton son est coupé. Donc oui, effectivement, c'est ce que propose Ava, et on est parti de ce constat-là, nous, pour créer Ava avec Marilyn, c'était d'accompagner sur la génération de contenu. Aujourd'hui, ce qu'on propose et ce qu'on a beaucoup utilisé, ça va être des descriptions de postes, des job desks, mais différenciantes, hein, dans un contexte où c'est compliqué d'attirer pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé, sur des comptes rendus d'entretien, sur tout ce qui finalement va être chronophage, sans valeur ajoutée, qui nous prend beaucoup de temps, sur la rédaction des règlements intérieurs, de contrats, d'avenants, de chartes, de télétravail ou de choses comme ça. Sur tous ces docs, on s'en sert beaucoup et ça nous fait gagner un temps fou. Je rejoins Pierre sur le gain de temps qui est estimé et que nous, on a mesuré à 60%. Mais même sur un sujet tout bête, mais qu'on utilise tous au quotidien, mais sur les emails, je pense que c'est arrivé déjà à tout le monde de passer un temps fou et disproportionné sur la rédaction d'un email. Et en RH, quand on doit communiquer à l'ensemble des collaborateurs avant de cliquer sur envoyer, il y a toujours un petit stress aussi. On passe un temps fou à le faire. Là-dessus, là, comme vous l'expliquez, hein, je fonctionne pareil. Je travaille un peu. Après, je me le fais challenger par l'outil. Et même aussi, parfois, je lui demande de m'apporter des éléments de réponse ou de structurer un peu ma réponse. Enfin, dans plein de domaines, finalement, dans le marketing RH aussi, pour avoir des approches dans la chasse, le recrutement plus personnalisé, encore une fois, plus différenciant. Enfin, finalement, dans tout le périmètre RH, sur la formation, on l'a utilisé pour des déroulés, des cursus, des parcours de formation sur mesure bien spécifiques. Donc, dans tout le périmètre, sur la rédaction de cahiers des charges, dans des projets de digitalisation, de mise en place d'ATS, de SIRH. Parfois, on ne sait pas par où prendre le sujet. Et en fait, grâce à ces outils, on peut gagner un temps de dingue, fini le syndrome de la page blanche. Au moins, j'ai quelque chose d'un peu structuré, une base de travail qui me fait économiser 60-70% de mon temps. Alors, je vais vous donner, moi, un exemple concret, par exemple, chez nous. Ce webinar, typiquement, quand il va être terminé, on va extraire la vidéo, on va la mettre dans une IA qui va la retranscrire intégralement au format Word. Donc, tous les échanges vont être écrits. Ensuite, on a un prompt ChatGPT qui est déjà calibré. On va copier le texte du webinar et il va nous en faire une synthèse de 800 mots automatique. On aura juste à mettre Julie à la place d'intervenant 1, Aymeric intervenant 2, et ainsi de suite. Et puis, en fait, ça va nous prendre 10 minutes de générer ce replay contre, avant, environ 4 heures. Minimum, parce qu'il fallait qu'on réécoute, qu'on réécrive. Donc, il y a quand même un gain de temps phénoménal. Là, moi, par exemple, dans mon job, dans le marketing, des opérations qui pouvaient prendre 4 heures, voire une journée, sont ramenées aujourd'hui à 10-30 minutes. Donc, on utilise vraiment l'IA. Alors là, on ne demande pas d'action, entre guillemets, générative, puisqu'on fournit notre contenu en entrée, mais le gain de temps est phénoménal. Julien ? Oui. De mon côté, ouais. Tu l'utilises ? Ouais, au quotidien, j'utilise pas mal. Après, moi, je suis un peu comme Pierre, c'est-à-dire je fais des choix. Moi, je suis amené à beaucoup écrire dans mon boulot, et c'est ma formation de base, parce que j'ai une formation plutôt littéraire. Donc ça, j'aime bien le faire et je ne veux pas perdre cette compétence, donc je le fais entièrement. En revanche, je vais beaucoup utiliser l'IA dans la formation de mes collaborateurs, parce que là, on est en très forte croissance, on embauche beaucoup, donc on forme beaucoup. Donc pour aller plus vite, j'utilise notre outil maison pour, par exemple, prendre des PowerPoints qui vont expliquer un domaine et charger dans l'outil et générer des contenus de formation. Donc ça va être assez précis comme ça. Et pour répondre à la question de Clémentine que j'ai vu passer en même temps, en termes d'outils au global, quand on va parler de je fais ça avec l'IA, etc., c'est quand même pour beaucoup sur ChatGPT, je pense, qui est extrêmement puissant. Les dernières annonces qu'ils ont faites, à chaque fois qu'ils ajoutent des choses, il y a des boîtes d'IA qui ferment parce que l'outil devient extrêmement puissant et englobe plein d'usages. Et après, sur des choses précises, comme la génération de vidéos dont parlait Aymeric, il y a des IA qui sont positionnées
qui sont plus fortes que ChatGPT là-dessus. Et dernier point, au quotidien, en fait, on l'utilise, j'y reviens, mais aussi tous beaucoup, hein. Il n'y a pas que les IA génératives. Quand vous êtes sur un réseau social et que vous n'arrivez pas à en sortir et que vous restez 1 heure de trop alors que vous devriez dormir, c'est généralement une IA qui arrive à vous faire rester derrière. Donc, vous l'utilisez aussi, enfin, vous la subissez là pour le coup d'une certaine autre manière au quotidien. Mais il y a ces deux aspects qu'il ne faut pas oublier. Mais voilà, moi, c'est surtout écriture, je garde ça pour moi. Formation, je gagne une demi-journée par semaine assez facilement, voire une journée sur la création de contenu de formation via notre outil maison. Je rappelle, pour le petite news, que Bidis vient de lever 8 millions d'euros. Hein, donc, c'est Oui, intéressant de le dire aussi parce que c'est ces boîtes-là qui sont, je dirais, au fait des nouvelles technos et qui ne s'endorment pas, qui sont aussi l'avenir des solutions RH de demain. Adrien, ton avis? Pardon. Bon, c'est un peu comme toi, un peu comme Pierre, et je pense qu'on est peut-être la majorité ici à l'utiliser de cette manière-là. C'est d'abord, en fait, j'ai mon idée en tête, j'ai ma petite trame, mon squelette en tête, et après, je vais me faire challenger par l'outil. C'est plutôt dans ce sens-là que j'aime bien bosser, plutôt que de me fier uniquement à l'outil, parce que des fois, ça va me permettre, si tu poses le cadre suffisant, ça peut te permettre d'aller sur des choses plus en profondeur, sur des choses que tu n'avais pas forcément abordées de cette manière-là. Ça peut vraiment t'aider. Après, dans la partie vraiment gain de temps, je suis d'accord, c'est un truc que finalement, en fait, sans m'en rendre compte, j'utilise de plus en plus, quoi. Et pas que pour du pro, aussi pour du perso, je commence à l'utiliser aussi maintenant quand tu dois écrire des choses. Mais même, en vrai, je te dis un exemple très concret, c'est que là, on a des événements perso. Je sais que là, on a 2 mariages qui vont arriver, on a tel truc, et j'aide à organiser aussi certaines parties. Bah, en fait, les messages envoyés, les faire part, les trucs, machin, je me rends compte que, en fait, l'habitude fait que maintenant, même pour des trucs comme ça, je vais y aller. Quand il y a pas trop de valeur, où il y a pas besoin d'un input ou d'une plume, ce que disait Julien, il y a des trucs, j'aime bien aussi écrire, tu vois? Et je vais me le garder ça. Mais par contre, quand c'est quelque chose qui a moins besoin de ma valeur ajoutée et de mon esprit derrière, créatif, je vais vraiment m'appuyer sur l'outil, en fait. Et ça, je me rends compte que je m'en rendais pas compte. Ouais. Et c'est un vrai truc. Dans les 6 derniers mois, je pense qu'il y a eu un coup de boost. Moi, pareil que Pierre, c'est plutôt vraiment dès l'année dernière que j'ai commencé à l'utiliser, gentiment comme ça, mais vraiment depuis les 6-7 derniers mois, on s'en rend compte. Après, dans la partie pro, là où on l'utilise le plus, c'est peut-être la partie marketing. Donc c'est pas moi personnellement, mais je sais que notre responsable marketing, je pense qu'elle est dessus tous les jours. Mais pareil, souvent pour challenger et tout, mais après c'est bien pour respecter un cadre. Par exemple, quand tu disais, de sortir après la transcription et de la mettre sur le prompt et tu sais que ça va te sortir les 800 mots exactement dans le cadre que toi tu as décidé, c'est pas mal, ça fait un vrai garde-fou, dans ton truc et tu sais que tu vas maximiser l'effort qui va être fait. Et là, tu disais, ben voilà, ça te prend 10 minutes au lieu de 4 heures, c'est parlant, quoi. Donc, c'est vraiment dans plein d'aspects différents, en fait, que je me rends compte qu'on l'utilise aujourd'hui. Après, je vais venir plus dans le détail sur les choses qu'on a essayé de mettre en place et qu'on teste plus dans notre cadre Ouais. d'expertise et dans notre activité. Mais vraiment, à titre perso, c'est plutôt sur ça, même des actions commerciales aussi, tu vois. Comment phraser quand tu vas faire telle opération, offre spéciale sur tel salon, tu vas faire le truc et juste tu veux un petit leaflet comme ça ou créer le disclaimer. Ça peut te donner une première ébauche disclaimer et après je l'envoie au légal pour qu'il me le proofread et qu'il me valide ou pas. Ça peut être plein de choses différentes. Aymeric, ton avis? Micro. Nickel. Oui, mais après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, l'utilisation est quotidienne. Il y a des questions aussi intéressantes, tu vois, dans le chat sur est-ce qu'on faut utiliser la version, par exemple, 3.5 ou la version 4 de ChatGPT. Ça va vraiment aussi dépendre de votre utilisation quotidienne. C'est-à-dire que les grandes différences, on va dire, entre les deux, c'est que la version 4, elle va être, on va dire, elle va être entraînée aussi sur plus de données, donc la qualité aussi naturelle des réponses sera meilleure. Il y a aussi une architecture qui est plus multimodale, c'est-à-dire que sur ChatGPT, vous pouvez utiliser d'autres formats
d'autres formats de données comme par exemple une image, un PDF, etc., ce qui est pas permis sur la version 3.5. Mais au final, de notre côté, on va utiliser la version 3.5 sur des tâches, on va dire, mineures, ou en tout cas des tâches qui ne demandent pas une qualité énorme. Je prends par exemple un exemple qu'on vient de faire, c'est qu'on a utilisé ChatGPT 3 pour générer pour plus de 2000 jobs des compétences métiers, des compétences techniques ou alors des outils associés. Et ça, par exemple, pour ce genre de tâches, on va dire assez on va dire de bas étage, la version 3.5 fait le job. Mais après, si vous voulez vraiment aller chercher plus de qualité, et aussi plus de suivi, c'est-à-dire que ChatGPT 4 permet aussi davantage de mémoire, donc c'est aussi la possibilité d'avoir des conversations plus longues. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de qualité, la version 4 sera meilleure, mais la version 3.5, on va dire, permet déjà un incrément qui est assez incroyable. Et puis c'est pas uniquement ChatGPT du traitement de texte, hein, c'est pas que ça, hein. Vous pouvez charger par exemple un fichier Excel avec 10 000 lignes et lui demander d'en sortir un reporting sous telle angle, sous telle forme. ChatGPT est capable d'analyser des blocs de données complets, hein, plutôt en version 4, parce qu'effectivement, ça va lui demander peut-être 40 secondes d'analyse pour analyser un fichier de 10 000 lignes, mais c'est assez bluffant. Et en termes de qualité de restitution, moi j'ai fait l'exercice pour avoir restitué une étude complète manuellement, donc j'ai fait les datas, etc. J'ai demandé à ChatGPT de faire la même chose, et il n'y a pas d'erreur, hein. Le traitement est même presque meilleur que le mien. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour toutes ces tâches. Est-ce qu'on a des questions particulières qu'on n'aurait pas traitées? Parce qu'il y a quand même pas mal d'interactions. Il y a déjà pas mal de questions sur est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT en entreprise, est-ce qu'il faut consulter le CSE, il y a pas mal de questions là-dessus. Ouais, on va y revenir justement, notamment éventuellement sur les freins dans la deuxième partie, on abordera ces sujets. On va passer à des choses plus pratico-pratiques qui, pour la fonction RH, oui, là on nous demande pareil, je vois quel risque en termes de RGPD, fuite des données, toute cette partie-là, on va l'aborder dans un second temps. Là, je vais plutôt laisser la parole à Julie et Pierre, qui sont nos deux représentants RH, pour nous expliquer un peu comment ils voient les choses, quel impact ça pourrait avoir sur la fonction RH, ces IA génératives, en termes de métier, en termes d'outils. Dans le quotidien des RH, est-ce que ça va changer quelque chose? Julie, Pierre, c'est à vous. J'y vais. Alors oui, considérablement, et effectivement, c'est déjà en train de changer pas mal de choses dans le quotidien des RH. En fait, ça nous offre vraiment l'opportunité je l'ai vu sur ma dernière expérience, et parce que moi aussi j'utilise ChatGPT depuis l'année dernière, ça nous fait gagner un temps considérable, et c'est vraiment l'opportunité de nous concentrer davantage sur l'aspect humain de notre rôle. Je pense qu'on est pour beaucoup à avoir choisi ce métier parce qu'il représentait le cœur social de l'entreprise et qu'il est tourné vers l'humain, et qu'au final, on est satellisé par des tâches sans valeur ajoutée, chronophages, qui sont souvent les moins urgentes, les plus urgentes qui sont souvent les moins intéressantes, et donc relayées au second plan. Avant de répondre, je reviens juste rapidement sur mon expérience perso, mais quand j'étais RH dans une PME de 250 collaborateurs, il faut maîtriser l'ensemble du périmètre RH. C'est très compliqué parce qu'il est très large. On est sursollicité par des demandes de collaborateurs, de la direction, quelqu'un qui entre dans le bureau avec l'espoir de se confier un peu, qu'on est rapidement obligé d'expédier parce qu'on enchaîne. Donc ça crée de la frustration pour nous et probablement pour la personne en face qui devait s'imaginer que j'en avais rien à faire de son problème parce que j'ai pas eu le temps. Donc au final, tout le monde était frustré. Et avec l'arrivée des IA, et notamment des IA génératives qui nous ont permis de gagner un temps considérable sur toutes ces tâches-là sans valeur ajoutée, ça nous a ouvert le champ des possibles, ça nous a rendu plus disponibles pour les collaborateurs, pour aller sur des sujets peut-être plus stratégiques qui étaient relayés au second plan parce que moins urgents.
Donc voilà, ça nous offre, ça redonne un peu de sens. Enfin, en tout cas, c'est à titre perso, hein, comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai ressenti. Et de redonner un peu du sens et de la motivation à la fonction, ça permet aux recruteurs de passer plus de temps finalement sur les soft skills, sur des candidats, sur plein d'autres sujets. Et quand on est RH, qu'on apprécie plus particulièrement que du rédactionnel, de l'administratif pur. Donc, bon, ça, c'est ma vision, mais c'est déjà en train de changer. Et je pense que c'est très positif pour la fonction RH, pour lui redonner du sens et la rapprocher de ses valeurs et la faire de plus apprécier finalement en interne, parce qu'on n'est pas toujours hyper apprécié parce que pas toujours disponible. Donc, c'est l'occasion pour moi, c'est une réelle opportunité à ce niveau-là. Alors, il y a une réaction à ça. Hein, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que vraiment on va vers des tâches plus riches ou va-t-on vers de la production de masse? Car si hier j'en faisais 10, demain il faudra peut-être que j'en fasse 100. Oui, il y a cette posture, c'est-à-dire l'IA, ok, on explique qu'on gagne du temps, mais est-ce qu'on gagne du temps pour nous dire ce qui est chiant à faire, finalement, comme tu arrives maintenant à le faire en 10 minutes, tu vas le faire en x100? Ou est-ce que, voilà, c'est toute la question de comment on va l'utiliser et comment on va l'utiliser dans le cadre professionnel et comment ça va compléter les jobs ou pas. Pierre? Et en plus, c'est une question sur laquelle ce sont souvent les RH qui vont prendre position pour l'entreprise en lien avec la direction, de dire, bon, je vais simplifier ce que tu dis, Christophe, encore plus, hein, par souci de pédagogie. Si demain, les personnes gagnent énormément de temps dans leurs tâches quotidiennes, qu'elles soient RH ou non, on fait quoi de ce temps? Dans les équipes RH, c'est le moment de se poser, là, début 2024, de se dire, soit tout le temps qu'on gagne, on le dédie à le passer avec les salariés. Je ne connais pas un RH, j'ai été RH aussi pendant 10 ans, qui ne se plaint pas de ne pas avoir assez de temps pour le passer en one-on-one, à recueillir des feedbacks des salariés, peu importe la taille de l'entreprise. Soit on se dit, on en fait beaucoup plus, on recrute beaucoup plus. Soit, et je pense que ce sera souvent la meilleure solution pour les entreprises, un entre-deux, de se dire, on peut faire un peu plus de choses qu'avant, parce que c'est rare que les services RH aient tous les moyens qu'ils veulent, hein, que ce soit budgétaire, financier, humain, etc. Mais aussi, pas juste sur la stratégie, même si c'est important, hein, comme tu l'as dit, Julie, en fait, passer du temps à échanger en direct avec des candidats, des salariés ou autres, parce que le lien humain qu'on critique ayant souvent disparu dans les services RH qui étaient débordés, là, grâce à la technologie, on a ce temps-là. Moi, je pense qu'il faudra trouver cet équilibre et prendre position fermement, parce qu'en fait, en le décidant maintenant, c'est comme ça que vont se dessiner les postures et les stratégies RH de ces prochaines années. Mais j'ai dit que ça débordait les RH, parce qu'en fait, ça va être une vision de culture d'entreprise. Il y a des boîtes qui vont dire, nous, on produit beaucoup plus. D'autres, on vous rend du temps pour vous. Et donc, hyper passionnant, pas simple. J'ose espérer que la majorité tendront vers un peu plus on rend le temps aux salariés, on passe un peu plus de temps humain que de juste produire plus, sauf pour les boîtes qui sont déjà en difficulté économique et qui ont déjà pris ces chemins. Faut pas se voiler la face, qui ont dit, nous, on va produire beaucoup plus pour essayer de faire face à la crise économique qui a l'air de durer depuis je ne sais pas combien de temps, à l'ère où il y a pas mal de boîtes qui font des plans. On a plus de plans de départ que de plans de recrutement massifs en 2024. Donc, des fois, ça va être à court terme, on produit plus, et après, on se pose sur un meilleur équilibre. Puis, pour terminer sur comment ça change le rapport au RH, Julie, je te rejoins beaucoup. Je pense que tu as dit les principaux points que moi aussi j'ai vécu en tant que RH et que j'entends dans la bouche des RH. Mais souvent, après, la question qui vient, c'est « Ok, mais moi, en fait, c'est compliqué, ça va super vite. Par quoi je commence? Comment je m'y mets ?» Et il y a deux sujets. Il y a les process et la structuration des équipes RH. Sur les process, je pense qu'il faut juste apprendre en faisant et donc faire la technique des petits pas. Il y en a beaucoup qui nous disent, moi, je ne sais pas comment faire un plan de transformation de tous mes process. En fait, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Je pense qu'il faut juste regarder les process qu'on peut déjà un peu améliorer avec notre propre maîtrise de l'IA, parce que c'est tellement complexe, c'est trop dur de faire un plan ne serait-ce qu'à 1 an à l'avance sur la structuration et les process RH. Donc, alors il y a des experts qui ont des avis différents et peut-être qu'ici on aura des avis différents, mais moi je pense que pour aller vite, il faut faire plein de petits pas maintenant plutôt que d'essayer de projeter un truc dont en vrai on ne sait pas. Même dans 6 mois, moi j'ai du mal à donner une vision de comment les RH vont se réorganiser. Tant ça change vite et c'est compliqué, ça dépendra des boîtes. Et souvent la tentation qu'on a
pour conclure mon propos, c'est d'essayer de se dire, OK, maintenant qu'on a ça, on va projeter l'organisation idéale et on fait un grand plan d'action. Et en fait, c'est un peu comme les plans d'action GPEC dont on parle depuis une dizaine d'années qui n'ont plus trop de sens parce que le temps qu'on ait fait toute l'analyse, quand on va déployer le plan, il est déjà plus d'actualité. Je pense que maintenant, avec l'IA, l'échelle temporelle de prévision, elle est d'environ 6 mois. Et c'est pas grave, il faut juste apprendre à naviguer dans un environnement un peu complexe et dans le chaos. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec la vitesse de la transition écologique de l'entreprise, avec d'autres transformations. Donc, en termes de comment concrètement je m'attaque au changement de ma propre équipe RH et de mon propre métier, technique des petits pas, tout ce que je peux changer et que je comprends, je le fais, plutôt que de prévoir des grands plans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais pour moi, il faut déjà commencer par les tâches quotidiennes, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Ouais, tu parles de la GPEC, GEPP, peu importe comment on l'appelle, mais on le voit aussi depuis des années. Sans aller jusque-là, les référentiels de compétences sont généralement créés, et une fois qu'ils sont créés, ils sont déjà obsolètes. Donc même avant d'avoir imaginé des mobilités, de la transversalité, de la verticalité, enfin aujourd'hui on est sur ces sujets, comment on casse un peu la verticalité pour faire de la transversalité, mais basé sur des référentiels de compétences qui généralement ne sont plus d'actualité. La question que je me pose, et pour répondre à certains commentaires, c'est, j'avais envie de dire, c'est bien gentil tout ça, mais les entreprises, leur leitmotiv, c'est de gagner de l'argent. Donc, on peut supposer que certaines entreprises vont se positionner en disant « Ok, si maintenant ça te prend 10 minutes, je licencie, j'ai plus besoin d'avoir 10 personnes alors que je pourrais en avoir que 2. » Premier point. Deuxième point, une option qui est possible, c'est de dire aux gens « Ok, puisque tu passes moins de temps, ton poste va évoluer et potentiellement, tu vas pouvoir aussi aller vers ce chemin pour compléter ton emploi. » La difficulté de ça, c'est qu'il faut que l'entreprise et le collaboratrice soient parfaitement alignés sur ces chemins à prendre. Et ce n'est pas évident que les collaborateurs soient alignés sur le fait de devoir upgrader leur job. Donc, il y a vraiment, pour moi, une vraie complexité RH à ce niveau-là. Ce n'est pas le tout de dire, OK, tu vas y passer moins de temps, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Encore faut-il que la personne ait envie de le faire, et ce n'est pas toujours le cas. Même si on a les outils pour la former. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça va aussi redonner, ça peut redonner un espace-temps aux relations humaines en entreprise. Je peux réagir à ce que tu viens de dire très rapidement. Alors ça va être l'une des missions les plus dures des RH. Qu'est-ce qu'on fait des métiers qui pourraient disparaître ou sur lesquels il y a trop de gains de productivité? L'une des approches originales que j'ai déjà entendues dans quelques entreprises, mais que je trouve très intéressante à partager, c'est de se dire, plutôt que d'essayer d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA, on oublie la technologie un instant et on fait des ateliers dans les équipes où on leur demande qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire et qu'est-ce que vous ne voulez plus faire. Et en faisant ça, généralement, je ne dis pas que ça marche pour tous les métiers, mais généralement, c'est à peu près le même résultat que là où l'IA va pouvoir remplacer, amplifier ou ne pourra pas aider du tout. Et donc, pour engager les personnes par eux-mêmes en disant « Bah ouais, moi, évidemment que les trucs répétitifs et administratifs, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire », on les engage beaucoup plus plutôt que d'avoir l'approche descendante de dire « Bon, avec l'IA, ça, tu n'as plus besoin de le faire, maintenant, on a besoin que tu fasses ça ou autre ». Ça va prendre du temps, mais pour faire une conduite du changement en impliquant les équipes, je trouve que c'est l'une des méthodos les plus bottom-up et donc participatives et constructives et engageantes, plutôt que d'imposer les choses malgré la vitesse à laquelle ça va. Ouais, il y a un commentaire qui est intéressant, qui dit, c'est José qui dit des postes de plus en plus polyvalents, point d'interrogation. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien dans les nouvelles façons de penser des collaborateurs. On est quand même dans un nouveau, entre guillemets, monde du travail versus avant Covid. Avant, on était tous et toutes sur la même trajectoire, c'est-à-dire j'ai un job, je suis N, mon évolution, c'est de faire du N+1 par exemple, puis du N+2. Il y avait assez peu de transversalité dans les entreprises.
aujourd'hui, le défi des directions des ressources humaines, c'est de donner plus de visibilité à leurs salariés en leur disant, bon, il n'y a pas qu'une option, vous ne serez pas forcément N+1. Vous pouvez changer de service, vous pouvez aller vers un autre métier. Et ça, c'est un des défis actuels de la fonction RH. Et ce défi, c'est un défi parmi tant d'autres, parmi celui de l'IA, parmi celui de l'inclusion. Mais c'est une nouvelle trajectoire que les entreprises vont devoir prendre en main, notamment du fait de l'allongement de l'âge de départ en retraite. Parce qu'à un moment donné, laisser quelqu'un à sa place pendant 10-15 ans, c'est plus possible. On sait aujourd'hui que les gens ont envie de bouger et perdent en engagement. Et une des principales raisons de la perte d'engagement, c'est le fait de rester bien souvent statique dans un job. Si quelqu'un veut réagir à ça, je voyais des hochements de tête. Julien? Ouais, une des bonnes réponses, effectivement, c'est, je pense, la mobilité, les évolutions rapides. Il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà anticipé depuis plusieurs années cette logique aussi de pouvoir se dire on change de poste tous les 3 ans, des choses comme ça. Moi, je réagissais juste à ce que je voyais dans le chat et dans ce que vous disiez. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines fonctions où on perdait du temps sur des tâches qui n'avaient pas grande valeur ajoutée et qu'on va pouvoir les faire passer sur autre chose. Ça, c'est vrai pour une partie des choses que va apporter notamment l'IA générative. Par contre, je vous réponds pas la face non plus sur il y a des métiers qui vont disparaître. À la sortie d'une version de ChatGPT, je crois qu'on avait mesuré sur les plateformes de freelance, de concepteurs, graphistes ou autres, la baisse des demandes. C'était un truc hyper impressionnant, du genre de 50% ou autre. Et ça va venir. Alors, bien sûr, on peut se dire non, on va toujours trouver moyen de faire autrement ou autre. Je pense qu'il faut quand même arriver à l'anticiper. Et alors, pas qu'au niveau des entreprises, c'est un travail des politiques aussi à faire. Et c'est des politiques à mener sur plusieurs années, d'être capable d'anticiper le fait que il y a des métiers qui vont être beaucoup moins présents. Il va rester quelques acteurs, mais qui seront vraiment peut-être les top acteurs dans des domaines très précis, très niches. Et puis, la majorité vont être amenés à disparaître. Donc, il faut être capable aussi de prendre ces populations-là, de comprendre. Elles se sont formées pendant plusieurs années, de leur proposer des pistes d'évolution, de changement de carrière, peut-être basées sur les compétences profondes qu'elles ont développées dans ces métiers-là, mais sur les côtés très techniques. Le fait, je ne sais pas si je prends d'exemple de concepteurs et graphistes, parce que c'est souvent ce qu'on peut prendre là actuellement. Oui, je pense qu'il y aura moins de jobs dans ces domaines-là dans les prochaines années, c'est sûr. Et il faut l'anticiper et il ne faut pas se dire non, ça va aller quoi, sur ces trucs-là. Ce sera un sujet de société, là, clairement, dans les prochaines années. Ouais. Après, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'une difficulté ou une erreur qu'on fait, c'est que quand on pense aussi à l'IA, on la projette dans ce qu'on connaît du travail, en fait. C'est-à-dire que forcément, aujourd'hui, le travail, c'est quoi? On va au bureau, on travaille parfois de 9h à 17h, etc. Et ça fait des décennies, au final, que l'être humain est conditionné comme ça. Et je pense qu'une erreur, c'est que si on continue à réfléchir dans ce mode de travail-ci, forcément, on va toujours se poser la question de qu'est-ce que c'est l'emploi? Je vais perdre mon emploi, etc. Au final, peut-être que, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se dire, peut-être que dans 10-20 ans, le travail, ça sera plus du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Et encore une fois, pour le meilleur, mais j'en sais rien, peut-être que dans 20 ans, au final, on sera tous en vacances, mais ça sera génial. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi cette réflexion à avoir de se dire concrètement quelle définition, quel sens on met au travail de demain. Puisque forcément, si on continue à le chercher dans faire des tâches chronophages, etc., je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont rester sur le carreau, d'autres qui vont être déçus. Et encore une fois, toutes les études vont dans ce sens-ci. Il y avait la question tout à l'heure de est-ce que ça nous permet vraiment de recentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée ou de faire plus? Ce qu'il faut garder en tête, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'IA générative, mais ça reste qu'une étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui travaillent déjà sur ce qu'on appelle l'IA interactive. Donc, c'est justement la capacité des IA à dialoguer entre elles, à faire des tâches entre elles, pour au final se passer aussi potentiellement de l'être humain. Et deuxième chose aussi, c'est que toutes les études convergent vers le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à automatiser avec l'IA générative, c'est toute cette partie chronophage. Je prends par exemple les postes de métier de développeur. Aujourd'hui, on arrive à automatiser entre 50 et 60% de toutes les tâches liées à la documentation du code, des choses comme ça. Et on arrive à automatiser entre 5 et 10% uniquement des tâches qui sont plus complexes, de la recherche de solutions, etc. Donc, si on ressent vraiment aussi les collaborateurs là-dessus, moi, je vous prends l'exemple, par exemple, là, de ce qu'on fait chez Assessfirst, où on a une équipe du coup onboarding, donc qui va se charger de former
de former, d'accompagner les clients sur la montée en compétences sur l'application. Et au final, on se rend compte qu'une grosse partie de leur job, c'est d'expliquer aux clients, voilà comment utiliser telle fonctionnalité, voilà ce que veut dire tel score, etc. Et c'est elles-mêmes qui nous disent, c'est cool, mais je vais faire ça 6 mois et après je vais m'ennuyer, quoi. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement d'utiliser l'IA pour automatiser cette partie-ci, recentrer, on va dire, leur plus-value, leur métier sur un accompagnement plus proche des RH, c'est-à-dire pour vraiment les aider à appuyer leur stratégie RH, intégrer la solution dans leur stratégie, etc. Et plus uniquement sur répéter du contenu éducatif, etc. Et au final, elles sont pleinement satisfaites de ça, parce que forcément, aujourd'hui, je pense que personne aime travailler sur ce genre de tâches chronophages, répétitives, etc. Et donc, comme le disait Pierre, il y a aussi un accompagnement à avoir, puisqu'aujourd'hui, on va dire, dans tout changement, un être humain va passer par différentes phases de préoccupation. Et la première, c'est qu'est-ce que mon job va devenir, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et si on arrive à rassurer la personne là-dessus, à lui ouvrir des perspectives, on va pouvoir avancer aussi dans son cheminement, on va dire, émotionnel et intellectuel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Aymeric. Il y a des gens qui aiment avoir des tâches répétitives. C'est bien un des problèmes de la fonction RH, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien dans ce mode. Il y a des gens pour qui ça convient. Tu vois, ce type de job. Il y a des gens pour qui ça ne convient pas, il y a des gens qui sont entre deux. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut réinventer, restructurer, projeter. Bon, c'est pareil, en RH, on parle de workforce planning, on en parle depuis 4-5 ans, mais les vraies stratégies à mener, c'est ça. Et en prenant en compte les individus qui sont déjà dans ton entreprise, sachant que tu le sais, toi mieux que tout le monde, chaque individu est différent. Donc la complexité sera celle-ci. On va rentrer dans le concret, Adrien et Aymeric, vous allez peut-être nous donner quelques exemples d'usage dans le monde du recrutement. Je commencerai par une dérive qu'on connaît tous, celle d'Amazon qui avait utilisé une IA dans le recrutement il y a quelques années. Ça vous fait sourire? Eh bien, introduisez-le, expliquez-nous ce qui n'a pas fonctionné. Tu veux y aller, Adrien? Si tu veux. Non, mais je pense que même on peut extrapoler, pas que Amazon, mais je pense que tu peux extrapoler et un principe simple, c'est aussi la perception dans les pays anglo-saxons et surtout nord-américains des ATS, par exemple. Tu sais, des logiciels de recrutement. On rappelle l'histoire d'Amazon pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous la connaissez, Aymeric, Adrien? Oui. Aymeric, rappelle-la. Ouais. Alors, tout simplement, Amazon qui utilise du coup, qui développe sa propre IA pour recruter ses ingénieurs. Sauf que, au final, quand ils l'utilisent, ils se rendent compte que ça mène à discrimination, l'IA qui privilégie les hommes, etc. Et au final, quand tu creuses, tu te rends compte que cette IA a été entraînée sur l'historique, on va dire, des embauches d'Amazon, que les ingénieurs majoritairement chez Amazon sont des hommes. Et donc forcément que cette IA, on va en quelque sorte... alors, j'aime pas le mot une IA discrimine parce qu'une IA discrimine pas en soi, mais en fait, l'IA va répliquer et amplifier les comportements qui étaient devenus habituels dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, il y a eu plein d'articles sensationnels sur oui, encore une fois, oui, l'IA d'Amazon discrimine, etc. Mais en fait, pour moi, cet exemple-ci, c'est le meilleur exemple pour pas, on va dire, démonter l'IA, mais démonter certaines pratiques de recrutement qui sont mauvaises et qui n'ont plus objet d'être, comme par exemple le fait tout simplement de recruter sur CV. Et au final, encore une fois, l'IA, elle a fait ce qu'on lui a dit de faire, elle a fait ce que les recruteurs d'Amazon faisaient, mais à plus large échelle. Et donc forcément, comme on est toujours aussi beaucoup plus méfiant d'une IA, qu'on repère facilement aussi plus ses erreurs, etc., forcément, ça a fait sensation. Mais donc, grosso modo, c'est dans les grands lignes. C'était important de le rappeler parce que l'IA va faire ce qu'on lui demande de faire à partir de data qu'on lui a proposé. Donc, il y a déjà qu'est-ce qu'on met en entrée. Et d'ailleurs, nous, on l'a testé, cette IA d'Amazon. Vous pouvez voir le panel ce matin, on n'a qu'une seule femme avec nous. Donc, ça montre bien que ça ne marche pas bien. C'était pour la petite blague. Adrien, je te laisse reprendre. Non, mais c'est exactement ça. Mais en fait, ça met en lumière le principe même de l'IA. C'est que du coup, si tu nourris des mauvaises informations, elle va aussi refléter ce que tu lui as donné. Donc après, là, pour Amazon, c'est le cas extrême, effectivement. Mais même au-delà d'Amazon,
il y avait un vrai souci aux États-Unis notamment, chez plein de boîtes, dans plein de secteurs différents, de plein de super profils qui passent à la trappe parce que du coup, il y avait vraiment un skill set très très précis qui était attendu et du coup, tu vas avoir des super profils mais qui rentrent pas exactement dans toutes les cases et tu vas passer à côté de profils géniaux. Et ça, c'est vrai que ça va être aussi une certaine limite, c'est que si tu mets si tu mets à ta grille d'évaluation et vraiment dès l'entrée, tu vas trop filtrer, ça va être très compliqué, surtout dans le contexte actuel et dans certains profils qui va être compliqué d'aller chercher. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de déjà une première chose pour rebondir sur ce qui a été dit aussi avant, sur la structuration aussi des équipes RH, et cetera, c'est que tu peux avoir aussi le RH le mieux intentionné, le RH qui a envie d'utiliser l'IA de la meilleure manière possible, qui a envie d'optimiser les équipes, etc. Mais si le dirigeant, il joue pas le jeu aussi et qu'il essaye pas d'insuffler les équipes et de donner les bons outils et d'apporter le bon discours et d'insuffler, de partager la vision globale sur comment on va utiliser l'IA à toutes les équipes, ben, le RH va se trouver vite tout seul et confronté au manager qui dit non, non, mais moi, c'est bon, je vais pas changer ci, je vais pas changer ça. Donc, c'est globalement aussi toujours le même problème. Pour le RH, il peut avoir les meilleures intentions du monde, mais s'il est tout seul, comme c'est souvent le cas, il va rien faire aussi. Ouais. Donc c'est ce que je disais au début, cette part d'éducation aussi, elle doit se faire ensemble. Donc c'est pas juste le RH qui va rajouter dans sa pratique au quotidien de l'IA, etc. Parce que si le manager de l'autre côté, il utilise des outils qui sont toujours les mêmes, voire zéro outil, et ben il va quand même mettre 15 jours à répondre dans un process de recrutement, par exemple. Et tu peux avoir un IA surperformant, une IA surperformante et des RH qui arrivent vraiment à optimiser toutes leurs actions et leurs tâches chronophages et se concentrer sur la valeur ajoutée et l'humain et sélectionner les meilleurs candidats dans le pipe. Et après, il file le candidat pour l'entretien au manager qui, lui, par contre, joue pas le jeu. Ça va être un problème. Donc aussi, c'est vraiment de se mettre en phase. Mais ça, c'est pas que pour l'IA, c'est même dans tous les process RH, se mettre vraiment en phase collectivement pour avancer ensemble et d'utiliser l'IA comme un vrai partenaire. Mais ça, c'était la première chose, le premier commentaire que je voulais quand même ajouter sur cette partie impact de l'IA sur Juste les pour... RH, parce que c'est sur l'entreprise. Il y a un commentaire de Cécile qui est intéressant et je suis assez d'accord avec elle parce que j'ai vécu la même époque. A priori, elle dit « Je suis surprise d'entendre le même discours que celui qu'on utilisait déjà au moment de l'arrivée des SIRH. Vous aurez plus de temps pour les relations humaines et pour faire plus de stratégie. » Moi, j'ai démarré dans les RH il y a 26 ans et j'ai démarré dans les SIRH. Et c'est ce qu'on nous disait. C'était un argument qu'on mettait en avant. Vous allez gagner du temps. Et là, je rejoins Adrien, en fait. Ce n'est pas qu'une question d'outils. C'est une question de posture, de changement de paradigme. Et puis, il y a quand même une différence très significative avec le SIRH et la transformation digitale en général. La plupart des boîtes qui ont vécu leur transformation digitale, je pense au monde des mutuelles, des assurances, etc., qui ont été les plus impactées, le secteur bancaire, ça leur a pris minimum 10 ans, ce projet de transformation digitale. L'IA, ce n'est pas la même. L'IA, la transformation, elle est, j'allais pas dire instantanée, mais si les entreprises attendent 10 ans, ça sera terminé. Donc, on n'est pas du tout dans la même échelle temps. Donc ça, c'est déjà une très, très grande différence. Et c'est d'autant plus complexe, comme le disait Pierre tout à l'heure, qu'on ne va pas pouvoir mener des projets de restructuration qui vont prendre des années. Il va falloir faire les choses petit à petit, comme tu le disais, Pierre, mais en même temps, les IA vont changer. C'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, là, en janvier, en juin, on sera peut-être sur autre chose. Ça se trouve, il n'y aura plus de chat GPT en juin. Il y aura un concurrent qui a sorti une version 10 fois plus puissante, je ne sais pas, admettons Amazon, on rigolait sur Amazon. Amazon sort une nouvelle IA qui dépasse OpenAI. Ce n'est pas impossible aujourd'hui. Donc, on ne sait pas, il y a une incertitude très forte aussi sur les outils de demain. Donc, le contexte est beaucoup plus mouvant. Alors, l'idée, là, c'est quand même de nous donner 2-3, Aymeric, Adrien, impact direct sur le métier du recrutement et votre avis sur ce qui va encore arriver demain. Juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Christophe, sur les différents outils, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui,
on est d'accord que, tu vois, GPT, OpenAI sont considérés les meilleurs. Mais je pense qu'il y avait un message dans le chat tout à l'heure qui, je pense qu'il y a aussi une balance à avoir entre performance et autres avantages. Je te prends notre exemple chez Assessors, ça me permet de parler d'un exemple de ce qu'on développe actuellement. C'est justement, tu vois, un chatbot pour les entreprises, pour les candidats, pour tout simplement, tu vois, quand tu regardes un profil, poser une question sur le profil et concrètement savoir, je dis n'importe quoi, comment Christophe va savoir gérer les conflits, et cetera, et avoir une réponse instantanée, savoir comment t'accompagner, et cetera. Et tu vois, là, on se confronte aussi à des problématiques légales, c'est-à-dire que, forcément, tu vois, côté OpenAI, ChatGPT, il se pose la question de où est-ce que va la donnée, et cetera. Donc c'est pour ça qu'on se dirige aussi plus, nous, vers des modèles open source. Je prends par exemple là, l'exemple d'un modèle de langage qu'on teste, pardon, qui s'appelle Vicuna et qui permet justement, qui apporte, on va dire, d'autres bénéfices, qui est peut-être un peu moins performant dans ses réponses au final en termes de qualité, mais qui va nous apporter beaucoup plus de bénéfices, on va dire, d'un point de vue légal, gestion de la donnée, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce compromis à avoir entre performance et autres avantages, notamment en termes de protection des données. Ouais, tu as les open source et puis tu as aussi les boîtes qui ont dupliqué les solutions OpenAI. Et certaines entreprises sont en train de réfléchir à comment elles développent leur propre IA. Mais ça crée d'autres problèmes. Là, ça crée des problèmes de CPU, de capacité de serveur assez démentielle, parce qu'on oublie de le dire, il y a quand même un fort impact RSE de l'utiliser l'IA, parce que ça demande une puissance machine assez phénoménale. Non, mais c'est une réalité. À un moment donné, personne n'en parle. Mais ça demande une puissance machine démentielle. Et la duplication de ces IA risque d'engendrer aussi ces dérives en termes de surconsommation d'énergie. Mais tu vois, c'est aussi ce qui est intéressant. Et si ça vous intéresse, il y a un chercheur qui s'appelle Yann Lequin qui travaille du coup chez Meta et qui lui est justement un fervent défenseur de l'open source justement aussi pour avoir ce côté évolution continue d'un point de vue collectif. Et donc je pense aussi que tu vois, plutôt que de développer tes propres IA, etc., c'est aussi intéressant de s'approcher de l'open source pour contribuer à l'évolution qu'on mentionnait tout à l'heure. Et je vois par exemple dans le chat des messages passés, mais sur les modèles de langage, j'ai envie de vous dire, c'est infini, c'est-à-dire que tous les jours, nous on le voit, tous les jours, il y a des nouveaux modèles qui se lancent, etc. Et la complexité, c'est plus de dire, merde, on a testé ChatGPT, on a testé Llama de Meta, ensuite on a utilisé les modèles de GameFace, etc. Et au final, chaque jour, on a l'impression qu'il y en a un nouveau qui sort, qui dit qu'il est plus performant que le précédent, etc. Donc là-dessus, il y a une multitude d'outils qui est assez hallucinante. Donc vraiment, on va dire le choix va aussi se faire en fonction des avantages et des inconvénients que chacun peut apporter. Et donc sur des exemples concrets, alors pareil, il y en a, je pense qu'en termes d'exemples, on va dire le potentiel est tellement large que la seule limite à l'application des l'IA générative, c'est notre propre imagination. Donc au final, ça peut par exemple être sur la rédaction d'offres d'emploi. Aujourd'hui, par exemple, on a des modèles qui vous permettent de structurer directement l'offre, de la rendre plus attrayante et aussi, par exemple, d'automatiquement, on va dire, changer ou vous recommander des alternatives pour des mots, par exemple, qui peuvent être genrés, qui peuvent être peu inclusifs ou en tout cas vont amener moins de diversité. Ça va aussi passer par les chatbots, comme je mentionnais tout à l'heure. Côté candidat, on voit aussi qu'il y a des outils qui se mettent en place pour créer les CV, créer les lettres de motivation, et que ça permet justement à certains candidats d'avoir plus de chances d'être recrutés. Il y a une étude qui a été faite, alors je ne sais plus où c'était, je pense que c'était au MIT, et qui montre que les candidats qui ont créé leur CV avec un modèle de langage ont 10% de chances 10% de chances en plus d'être recrutés. Et après, si je prends d'autres applications concrètes qu'on peut mettre en place là, par exemple, chez Assessors, il y en a une que j'ai en tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a utilisé un modèle de langage, enfin même deux, donc Vicuna et un autre qui s'appelle Distilbert. Donc ça, après, c'est des modèles qui sont moins accessibles, puisque ça va nécessiter aussi des compétences de développement, mais où en fait, on va partir de l'offre d'emploi d'un client, donc une offre d'emploi qui est complètement déstructurée en fait. On va utiliser le modèle de langage pour la structurer, c'est-à-dire vraiment extraire l'entreprise, le job, est-ce qu'il y a du management, est-ce que c'est un job en remote, quel est le salaire, et aussi toutes les compétences, on va dire, techniques, mais aussi comportementales qui sont associées à ce job-ci. Donc vraiment structurer l'offre d'emploi. Et à partir de là, on a un autre modèle de langage qui a été ce qu'on appelle fine-tuné et optimisé sur notre propre donnée, qui va prendre chaque compétence qui a été identifiée,
les associer à des facettes de personnalité, des motivations et créer ce qu'on appelle un modèle prédictif, en fait, pour permettre à nos clients de partir de l'offre d'emploi et de créer un modèle prédictif avec la recherche, on va dire, traduite, mais en termes de personnalité et de motivation à aller chercher. Et donc ça, au final, c'est un process qui prend 30 secondes, là où à l'époque, analyser la fiche de poste, l'offre d'emploi, créer le modèle, ça prenait au recruteur entre 45 minutes et 1 heure. Donc au final, un gain de temps qui est aussi assez énorme pour eux dans l'utilisation de l'application et la génération de leur modèle prédictif. Adrien? Il y a pas mal de choses qu'on peut déjà faire. Après, il y a des choses sur lesquelles on est en train de jouer. Donc, il y a 2 niveaux. Tu as le niveau actuel et les choses un peu comme pour Assess First, on est en train aussi de faire un petit labo et nous, on a un groupe, à travers l'Europe. Donc, on a des équipes techniques en France, en Allemagne, en Pologne et les Polonais surtout, en termes de tech et d'IA, je peux te dire que ça fourmille pas mal. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se font là-bas, en Europe de l'Est, en termes d'IA surtout. Mais dans les choses qui sont déjà tangibles actuellement, tu as déjà la possibilité dans la création d'une offre d'emploi, donc un peu sur la même idée que ce qu'exprimait Émeric juste avant, c'est la possibilité de générer des offres d'emploi avec ChatGPT, oui, de l'intégrer dans l'ATS, et plutôt que dans l'ATS, avoir ton modèle classique ou générer from scratch de zéro ton offre d'emploi, d'avoir une offre d'emploi qui soit unique et en fait qui permette par rapport à ton intitulé de poste et ce que tu veux avoir comme info là-dessus, qui te génère un descriptif adapté avec le bon ton et tout par rapport à ton audience. Donc ça, c'est une première chose qui va être pertinente parce que du coup, ça va rendre aussi ton offre d'emploi unique. Et du coup, tu as plus de chances aussi de te démarquer parce que le problème souvent des offres d'emploi, c'est tu as ton copier-coller d'offres d'emploi qui se passe de RH en RH en société, de copier-coller en copier-coller et tu as toujours le même intitulé où on est le meilleur dans ci, dans ça, machin, mais d'avoir un truc vraiment adapté à ton audience. Ça va être chouette de pouvoir le faire. Après, il y a aussi la possibilité de pouvoir utiliser l'IA pour identifier les meilleures plateformes par rapport à l'audience que tu veux adresser. Est-ce que ça fait plus sens d'aller sur telle ou telle plateforme pour diffuser mon offre d'emploi, qu'elle soit visible? Parce que par exemple, tu recherches un col bleu et tu mets ton truc, tu vas sponsor sur LinkedIn, ça fait pas sens. Ça sert à rien. Donc, du coup, de pouvoir aussi rendre plus pertinent ça et ça peut t'assister aussi dans le choix de tes plateformes. Donc, de pouvoir l'avoir intégré dans ton outil, ça peut faire sens. Après, dans la continuité, pourquoi pas même aussi créer des landing pages dédiées. Donc, dans la partie visibilité et attraction du candidat aujourd'hui, le candidat, il va attendre de la transparence, il va avoir accès aux infos rapidement, mais l'IA peut aussi t'aider. Si par exemple tu dis, voilà, moi j'ai des profils plutôt marketing, plutôt commerciaux, j'ai aussi des cols bleus, je travaille aussi dans l'industrie, etc. Donc, si c'est très éclectique chez toi, les profils que tu vas aller chercher, il faut les adresser d'une différente manière aussi, t'adapter à ça. Et c'est vrai que l'IA peut t'aider aussi pour la création de landing page. Nous, on a un outil de création de page carrière et en fait, tu peux générer différents types de landing page. Donc, tu as ton site carrière corporate, mais après, tu peux avoir des univers différents par rapport au métier que tu vas adresser. Et tu peux aussi faire des campagnes sur mesure pour pouvoir les adresser et qu'ils n'aient même pas besoin de passer par ton site web, mais qui te trouvent quand ils cherchent tel métier, que cette campagne-là soit bien visible. Donc, tu peux l'utiliser, le décliner de différentes manières. Mais après, dans ton pipe de recrutement, vraiment dans ton process, une fois que tu as le candidat et que tu interagis avec lui, il y a la partie aussi entretien. Donc, l'IA peut te permettre aussi de générer des questions. Donc, sur le même modèle tout à l'heure dont on parlait avec Émeric, c'est aussi de pouvoir, basé sur ton offre d'emploi que tu as pu générer, seul ou avec l'IA, ça va récupérer ces informations-là, l'intitulé de poste, croisé avec la description de poste, et ça va pouvoir générer, par exemple, une grille de 10 questions qu'il faut absolument poser pour évaluer ce candidat-là en entretien. Mais vraiment, ce candidat-là pour ce poste-ci. Donc, ça peut te donner de la pertinence ou au moins t'aider à faire cette ébauche, cette trame-là. Et aussi, pourquoi pas, sur le même modèle que toi, tu vas utiliser pour aujourd'hui la transcription, pourquoi pas réutiliser aussi la transcription pour créer un compte-rendu d'entretien. Donc, tu as fait un entretien visio, pourquoi pas combiner aussi les différents outils pour avoir après un compte-rendu qui va être généré et qui va être alimenté dans l'ATS ou dans ton logiciel de recrutement que tu vas utiliser. Donc ça, c'est des pistes de choses qui sont déjà exploitables là maintenant. Après, demain, on pourra sûrement aller plus loin, on pourra rendre par exemple ces landing pages encore plus interactives, le faire encore plus facilement. Mais je pense que déjà,
si on arrive à mettre en application ces 3-4 éléments-là à valeur ajoutée immédiate, ça peut être déjà un gros changement pour pas mal d'équipes RH, je pense. Julie, t'en penses quoi? Je n'arrive pas à lire sur tes... Pardon. Oui, je vois que mon avis est sollicité, je suis ravie. Alors, moi, j'ai pas votre niveau d'expertise, messieurs, à tous sur l'IA de manière générale. Donc, ce que je peux apporter, c'est vraiment sur l'IA générative et l'utilisation que j'en ai faite et sur la solution que je propose. Mais effectivement, je rejoins Adrien sur... J'en ai parlé tout à l'heure sur les comptes rendus d'entretien, sur les job desks, sur l'intégration finalement avec vos outils du quotidien, côté RH, les SIRH ou les ATS. S'interfacer, ça vous permet effectivement d'avoir vos comptes rendus d'entretien directement dans l'outil, d'avoir vos job desk directement dans l'outil. La possibilité aussi d'avoir des grilles d'entretien sur mesure dédiées à un profil, à un besoin en interne, ça c'est aussi vachement intéressant. Alors, justement, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Tu as dit sur mesure. Il y a quelque chose qui me dérange, en fait, dans le discours qu'on a depuis tout à l'heure. Je me dis, il y a 50 ans, il y a un mec qui a décidé qu'en entretien, il fallait demander les qualités et les défauts. Et pendant 50 ans, les recruteurs nous l'ont servi sur un plateau à toutes les sauces. Mais en fait, est-ce qu'on va reproduire la même connerie? Parce que tout le monde demande à ChatGPT la même chose et potentiellement, l'IA va à chaque fois sortir les mêmes questions types à poser. Est-ce qu'on n'est pas en train de répliquer un vieux modèle avec de nouvelles questions? Et finalement, en quoi c'est adapté, en quoi c'est sur mesure, en quoi ça prend en compte Enfin voilà, est-ce qu'on ne va pas aller vers une nouvelle standardisation générée par une IA finalement? Non, alors là, je parlais plus d'une adaptation finalement au secteur, aux spécificités de l'entreprise, à ses valeurs, son ADN, à sa marque employeur, à ce qu'elle communique. Après, sur la standardisation finalement qui peut être amenée, en utilisant purement ChatGPT, oui, clairement. Après, il ne faut pas oublier que ça reste une IA qui est constamment alimentée de données, que tout le monde l'alimente aussi, que ça fait un peu un doodle de tout ça et que ça s'actualise. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez, vous avez vu qu'en changeant finalement le ton, la façon de l'interroger, sur Avast par exemple, on peut changer le ton, le compte rendu, le rendu est complètement différent. On n'a pas le même rendu, on n'a pas la même approche et c'est pareil pour n'importe quel document ou contenu qu'on va être amené à générer. Donc moi, je suis convaincue que ça va continuer à évoluer. Et après, on a la possibilité aussi d'enrichir, finalement, de créer des bases de données annexes où, par exemple, Ava va interroger un LLM. Aujourd'hui, c'est OpenAI, ChatGPT. À terme, on aimerait bien avoir une IA souveraine pour garantir plus de sécurité, de fiabilité et des choses comme ça. Mais on enrichit aussi avec une base de données annexe où chaque entreprise peut rajouter ses documents qui lui sont propres ou du droit du travail, des conventions collectives ou des choses comme ça pour avoir finalement, et c'est là que je parlais de sur-mesure, un compte rendu sur mesure, des documents 100% personnalisés et propres à l'entreprise. Donc voilà, pour l'adaptation et le sur-mesure. Je te rejoins, Christophe, sur le côté, est-ce qu'on n'est pas en train de dupliquer finalement quelles sont vos qualités et vos défauts, mais je pense pas, justement, je pense que ça ouvre le champ des possibles. Et dans tous les cas, c'est ce que je dis à chaque fois et je reviens dessus, l'IA, pour moi, elles vont pas du tout nous remplacer. On aura toujours besoin de l'humain, encore plus dans les RH et notamment sur la partie soft skills, communication, échange. Et moi, j'y vois vraiment une opportunité d'aller vraiment là-dessus. Et c'est ce que je vis, c'est ce qu'on a vécu avec mes équipes aussi. On s'est retrouvés dans des process plus quali, plus rapides, plus ouvertes, plus disponibles pour nous, pour les collaborateurs, finalement plus réfléchis. Enfin, ça nous a vraiment changé notre quotidien. Mais j'ai pas peur de cette duplication potentielle. Je pense que ça ne va que évoluer en plus. Juste pour rebondir aussi, Christophe, rapidement sur ce que tu disais, pour moi, c'est on va dire, une question essentielle et vraiment peut-être la plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers l'IA, etc., parce que c'est séduisant, parce que ça automatise des process, etc. Mais que si on cherche vraiment à automatiser ce qu'on fait aujourd'hui, forcément, ça va arriver à des dérives. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, avant d'aller vers l'IA, il faut déjà savoir concrètement
qu'est-ce qui est réellement prédictif de la réussite en poste, qu'est-ce qui va vraiment engager les candidats, etc. Aujourd'hui, si on se dit, au final, le but, c'est de partir du CV, créer une IA qui va nous automatiser ça, bah, forcément, on va arriver à des dérives. Amazon y est arrivé. Et par exemple, tu prends le CV, il y a des recherches qui ont été faites où tu enlèves tous les éléments qui sont genrés, tous les éléments qui peuvent être connotés au genre, etc. Et au final, un simple algorithme te permet d'identifier le genre du CV dans 82% des cas. Donc pour moi, vraiment, la base, c'est de se dire, avant de chercher à utiliser l'IA, etc., c'est est-ce que déjà, on sait concrètement comment recruter de la manière la plus efficace, en fait. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, c'est un truc bête, mais aujourd'hui, le CV, il prédit en rien la réussite en poste d'une personne. Donc c'est aussi déjà s'interroger sur ces pratiques-ci pour savoir comment concrètement créer les IA. Parce qu'après, pareil, quand tu parles d'IA, tu as IA, c'est-à-dire qu'il y a des IA qui sont bien conçues, qui vont t'apporter des bénéfices. Tu en as d'autres qui sont mal conçues sur les mauvaises données, qui vont contribuer on va dire, à détériorer les pratiques. Donc je pense qu'avant de vraiment s'engager sur l'IA, il y a aussi une réflexion à avoir sur concrètement qu'est-ce qu'un bon process RH, qu'est-ce qu'un bon recrutement, quels sont les leviers qu'on doit aller chercher, quels sont les leviers qu'on doit identifier, mesurer chez le candidat, avant de se dire on va utiliser une IA pour l'automatiser, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord pardon, avec ça, si je peux intervenir. Ouais. Le truc, c'est que pour moi, Aymeric, si tu connais toutes les règles et toutes les raisons, enfin les bonnes manières d'embaucher quelqu'un, justement, tu n'as pas besoin de dire. Tu écris un algo qui va sélectionner, c'est plus facile. Tout l'intérêt, justement, c'est de donner à l'IA et de lui dire, sur cet ensemble de, je sais pas, 100 000 personnes, par exemple, je suis capable de dire j'ai ces 50 000 top performers ou 5 000, mettons, dans des entreprises différentes, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux regarder et essayer de trouver des raisons? Et après, quand je vais te redonner des candidats, tu vas me dire, OK, quelle est la bonne raison? Et le cas d'Amazon dont on parle beaucoup, franchement, c'est un peu un truc marketing de oui, ils se sont plantés sur le coup, il y a un moment. Et en fait, c'est des trucs qui peuvent être hyper facilement réglés quand tu construis une IA, qui est de dire, tu injectes de la donnée dans l'IA, mais tu injectes aussi des règles. Et si tu mets dans les règles de dire, attention, allez pas recruter des profils qui sont exactement les mêmes qu'on a déjà, attention à avoir de la diversité, tu règles ces problèmes-là. Mais souvent, quand on finit par discuter par l'IA, on dérive sur ce genre de discussions qui sont oui, mais de toute façon, on n'a qu'à bien réfléchir, nous, avant, et connaître tous les tenants et aboutissants. Et c'est vrai. Mais si on fait ça, en fait, on n'a pas besoin des IA. L'idée de l'IA, c'est justement de pouvoir y mettre beaucoup, beaucoup de données. Notre cerveau à nous, il n'est pas capable d'analyser et d'en tirer des conclusions. C'est ça qui est intéressant. Alors, je suis d'accord avec toi sur le dernier point, sauf que là, ce que tu fais, c'est que tu zappes, on va dire, 150 ans de recherche scientifique en psychologie du travail, en sciences comportementales, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'IA, on sait qu'il y a certains leviers qui sont plus prédictifs de la réussite en poste. Ça a été fait sur des millions, voire aujourd'hui des milliards de personnes. Donc le but, c'est pas encore une fois de savoir tous les tenants aboutissants. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je te prends un exemple. Aujourd'hui, toutes les méta-analyses convergent. Quand je dis méta-analyse, c'est des méta-analyses de plus de 100 ans convergent vers la conclusion que ce qui est plus prédictif de la réussite en poste et de l'engagement, c'est des facteurs comportementaux, comme la personnalité, la capacité à apprendre de nouvelles choses, etc. Alors que le CV, l'expérience, etc., c'est en rien prédictif. Donc c'est aussi, on va dire, orienter l'IA et l'entraîner sur les bonnes données pour justement, derrière aussi, aller identifier les patterns. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personnalité, c'est tellement large que tu vas avoir plus d'une trentaine de facettes de personnalité, plus d'une trentaine de facettes de motivation, au final, plusieurs centaines de critères comportementaux. Et après, l'objectif, c'est justement de dire à l'IA, parmi tous ces critères-ci, quels vont être les plus prédictifs. C'est-à-dire que, en fonction du type de poste, en fonction du type de culture, d'entreprise, de management, etc., tous les facteurs ne vont pas être prédictifs, d'autres vont servir à rien, etc. Donc, ça va être justement le rôle de l'IA aussi d'analyser ces facteurs pour savoir lesquels sont les plus prédictifs et les relier à la réussite en poste. Donc, encore une fois, le but, ce n'est pas de connaître tous les tenants aboutissants, c'est d'orienter, on va dire, l'IA déjà sur des données qui sont, on sait, prédictives de la réussite en poste, qui sont aussi moins biaisées, moins genrées, par exemple, pour justement, parmi ce pool de données aussi, lui permettre de comprendre ce qui va faire la réussite en poste. Donc, tu rentres ces données, c'est ça que je veux dire à la base. Tu rentres ces données et tu attends de l'IA qu'elle te fournisse des conclusions sur lesquelles toi-même tu vas continuer à réfléchir derrière. Mais tu vas pas, encore une fois, tu vas pas, si tu prends l'exemple de beaucoup de job boards, etc., je vais pas les citer, sinon je vais pas me faire d'amis, au final, justement, qui vont se centrer exclusivement sur un set de données, comme par exemple le CV, parce que le CV aujourd'hui, c'est quand tu penses recrutement, tu penses CV, tu penses lettre de motivation. Et au final, dans toutes leurs recommandations, je vous invite à aller voir les études d'une auteure qui s'appelle Le Chen, si ça vous intéresse, et comme ça, vous pourrez identifier les entreprises en question. Systématiquement,
ils vont privilégier les hommes dans les recommandations et les hommes seront rankés 1, 2, 3, etc. Les femmes vont arriver plus loin. Tout ça parce qu'encore une fois, on est parti des pratiques de recrutement actuelles qui se basent sur le CV, on les a automatisées et forcément, ça aboutit à des dérives. Ouais, quand je disais données, tu rentres aussi les données de recherche, c'est ça que je veux dire. Tu rentres des CV, mais tu rentres également les données de recherche que tu as sur ces domaines. Et après, tu regardes ce que ça donne. Ce que je trouve dommage souvent dans ce type de discussion, c'est le côté oui, non, l'IA c'est bien, mais à nous de bien réfléchir d'abord. Non, c'est justement ça tout l'intérêt, c'est de se dire on travaille ensemble et on va donner un certain nombre de données massives à une IA qui va essayer de trouver des conclusions. Après, à nous derrière de les interpréter et de se dire ok, c'est bon, c'est pas bon. Mais, et je suis d'accord avec toi, si on met que du CV, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais si on met du CV avec toute la recherche scientifique sur le recrutement des dernières années, là, on a des trucs qui commencent à être intéressants, je trouve. Ouais. Après, encore une fois, tu vois, pour moi, c'est là que c'est intéressant, c'est que la composante humaine, à la base, elle va rester essentielle. Je te prends des exemples, même quand il y a eu les exemples à l'époque de la reconnaissance faciale alors je ne sais plus où c'était, mais c'était aux États-Unis, la reconnaissance faciale, je ne sais plus pourquoi c'était, au final, ça ne reconnaissait pas les visages noirs. Et au final, quand tu creuses, tu te rends compte que l'équipe qui a conçu l'IA, c'était une équipe d'hommes blancs de 30 ans, etc. Donc je pense aussi qu'il y a un regard à avoir sur... En fait, pour moi, ce qui est aussi important quand vous considérez une IA, ce n'est pas l'IA en elle-même aussi. Enfin, c'est l'IA en elle-même, et c'est aussi quelle a été l'équipe en charge de la construire, de la créer, en fait. Ça, pour moi, c'est tout aussi important que l'IA en elle-même, puisqu'on se rend compte que beaucoup de dérives, beaucoup de biais sont aussi liés à l'équipe qui était chargée de la créer à la base, qui n'a pas utilisé les bonnes données, etc. Donc, je pense que la composante humaine de base, elle reste essentielle. Par exemple, un truc qui me dérange aussi, c'est quand tu vois des IA dans les RH, quand tu regardes l'équipe qui l'a créée, tu n'as pas de RH, tu n'as pas de psy, etc. Tu as juste des data scientists, des profils techniques qui se disent on va automatiser, on va créer une IA pour un process qu'au final, on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve ça parfois problématique. C'est-à-dire que côté RH, je veux dire, même si tu n'es pas un profil technique, tu as un profil RH, etc., pour moi, tu peux avoir de l'impact sur l'IA en travaillant avec des profils techniques pour apporter ta vision, ton expertise du métier. C'est pour ça que Julie est là. Ah bah oui, complètement. Mais pour moi, la composante humaine reste essentielle. Je suis d'accord. Bon, fin du débat, messieurs. Julie, tu peux reprendre Aymeric si tu veux dire quelque chose. Oui, je vais dire quelque chose et je vais reprendre Aymeric. Je suis tout à fait d'accord, Aymeric. C'est important. Et effectivement, il y en a des profils métiers, et notamment RH, qui se lancent dans l'IA. Avec Marilyn, on en est la preuve même avec Ava. Et je partage, je pense que c'est là aussi quand on comprend bien les problématiques, qu'on les a vécues, qu'on les a traversées, qu'on les a subies aussi, qu'on peut vraiment faire la différence, et en travaillant avec des équipes techniques pour nous accompagner sur ce sujet. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, comme tu disais, mais il y en a quand même. Et Julie, rassure-moi, tu existes vraiment, tu n'es pas une IA. Non, non, c'est bon. C'est déjà vu, Christophe, je crois. Non, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a mangé ensemble, on a même bu du vin, donc je sais que tu n'es pas une IA. Non. Julien, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les impacts dans ta sphère de prédilection et nous dire un peu l'impact que ça va avoir dans le monde de la formation? Ok, je vois juste le temps qui file. Je vais faire synthétique, mais il est énorme, évidemment, l'impact dans la partie formation, éducation, apprentissage au sens large. Il y a plusieurs piliers. On pourrait dire le premier, il va être sur la partie conception, transmission des connaissances. De dire, voilà, j'ai moi-même, et on en a tous, un set de connaissances, et j'ai besoin de le transmettre à d'autres personnes. Comment je peux faire, comment je peux réduire ce temps-là, comment je peux le faire sans avoir de très profondes connaissances pédagogiques, par exemple techniques, si je veux le faire en digital. Et là, l'IA générative, évidemment, va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'aller plus facilement transmettre sa connaissance, ou d'ailleurs peut-être la transmettre alors qu'on ne l'aurait pas transmise sinon. Donc c'est ce côté facilitant. Donc ça peut aller de je rentre des notes de cours, des PDF, des slides, etc. Et ça va me créer, par exemple, un module et me dire comment l'expliquer, etc. Ça peut être aussi profond que ça. Et ça peut être aussi des choses toutes simples comme je suis en train de créer. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de créer des modules de formation en digital, mais un des trucs qui prend souvent du temps et qui est très pénible, c'est les illustrations. Parce qu'on ne veut pas mettre que du texte, machin. Donc, on veut mettre des infographies, mettre des images, mettre de la vidéo ou autre.
Et ce qu'une IA peut faire de manière intéressante, c'est de dire, au fur et à mesure que vous créez votre plan, que vous créez votre contenu ou autre, que vous y réfléchissez, ça peut vous proposer des illustrations et vous gagnez un temps assez fort là-dessus. Donc ça, très basique, mais ça permet de gagner du temps. Mais sur la conception générale, on peut aller très loin. Deuxième axe qui va être important aussi, l'adaptation. Il y a un grand espoir quand on a commencé à digitaliser la formation et l'éducation il y a de très nombreuses années maintenant, qui était de se dire, voilà, ça va permettre d'adresser les masses, mais de manière personnelle pour chacun. Et donc, depuis le début, c'est un peu ça l'idée de se dire, quand on met des cours en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toucher beaucoup de gens. S'il n'y a pas plus besoin d'un prof pour 10, 20, 15 élèves, mais on peut être sur des milliers, voire des milliards de personnes. Par contre, il faut réussir à bien adapter les choses pour chacun, parce qu'on apprend tous de manière différente et on a tous des niveaux différents. Là encore, l'IA peut faire des choses très intéressantes en fonction de comment on apprend, nos résultats, etc. Pouvoir distribuer du contenu très adapté derrière. Donc, on avait déjà des choses avant avec des logiques d'arbre de possibilités ou autre. Donc, on pouvait faire déjà des choses assez poussées. Mais on peut aller maintenant beaucoup plus loin sur ces logiques-là et faire du contenu vraiment spécifiquement pour Aymeric, spécifiquement pour Christophe ou pour Julie, en fonction de vos attentes, de vos besoins, à quel moment de votre vie vous êtes, à quel moment de votre journée vous êtes, est-ce que vous êtes fatigué, pas fatigué. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour vraiment adapter les choses. Et on sait qu'à la base, un bon pédagogue, c'est quand même quelqu'un qui est capable déjà de répéter, mais de bien s'adapter aussi à son élève. Donc ça, c'est le deuxième axe qui va être très présent. Et le dernier, et je ne sais plus, je crois que c'est Aymeric qui en a un peu parlé aussi sur les IA qui commencent à pouvoir être beaucoup plus dans l'interaction. Donc c'est la phase d'après, l'IA générative, effectivement. Il y en a deux. Il y a l'IA autonome d'un côté, ça ce sera pour les bagnoles qui se conduisent toutes seules, mais c'est déjà pas mal en cours de route. Et puis il y a l'IA interactive, donc qui n'est pas que je produis quelque chose, une image, un texte ou autre, mais vraiment je vais interagir, puis venir vous reposer une question ou ce genre de choses. Et là, on a des choses aussi très intéressantes parce que, alors nous, c'est typiquement notre cœur de métier de travailler sur le peer learning, l'apprentissage en communauté, de se dire que dans l'apprentissage, l'interaction est aussi importante que l'assimilation des connaissances. Je suis celui qui sait, mais je suis aussi celui qui peut transmettre, cette pédagogie-là. Et là, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses intéressantes aussi pour stimuler finalement les interactions entre les gens dans des logiques d'apprentissage et faire en sorte que on soit encore plus performant sur ces logiques-là. Moi, c'est les trois grands axes que je vois au moins pour les 3 années à venir. Il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentiels et je ne vais pas m'étaler dessus là parce qu'il nous faudrait des heures. Mais déjà, ça va changer énormément de choses dans le monde de l'éducation déjà. On est par exemple sur un gros projet autour du décrochage scolaire qui est mené par le ministère de l'Éducation. Donc, il y a des logiques de ce type-là qu'on va utiliser. Et puis, nous, notre cœur de métier, c'est quand même la formation. Et dans la formation, on était dans les premiers à avoir sorti justement une utilisation de l'IA générative pour créer on appelle ça des capsules, donc des modules, et on va pouvoir aller au fur et à mesure de plus en plus loin. Et ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a une telle accélération des modèles technologiques que à nous de suivre derrière pour permettre ça et avancer sur les 3 axes que je vous ai cités avant. Et c'est ce que je vois à peu près. Mais mes collègues, dont Pierre Ferrand, aura d'autres choses à ajouter sur le sujet. Je n'en doute pas. Merci Julien. Il y a un point qui est important qui est revenu là depuis le début de ce webinaire. Je reprends, là c'est France qui le dit, mais d'autres l'ont dit avant. L'expertise est importante dans l'utilisation de l'IA. C'est un outil créatif et il faut disposer des compétences nécessaires pour valider son contenu. Je suis assez d'accord avec ça pour le moment. C'est que je pense que si on n'a pas un niveau d'expertise suffisant, ça peut être compliqué d'utiliser n'importe quel type d'IA. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas? Pierre? Oui, alors clairement, mais en fait, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas d'expertise, il ne faut pas utiliser l'IA pour autant, il faut juste l'utiliser autrement. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on est expert, on sait comment poser les bonnes questions, et là, l'IA peut nous aider. Quand on n'est pas expert d'un sujet, plutôt que de demander des réponses, on peut utiliser l'IA un peu comme un coach. Plutôt que de taper « est-ce que tu peux me dire comment je dois faire face à telle situation de recrutement ?» C'est plutôt « voilà ma problématique, c'est quoi les bonnes questions que je dois me poser pour y parvenir ?» Et puis ça enclenche des process cognitifs où on réfléchit et on voit ce qu'ensuite on veut demander à l'IA ou non. Puis si on n'a pas la réponse, on peut poser quand même la question à l'IA. Et je pense que justement les services RH dans leur com
en 2024 dans leur com interne devraient beaucoup insister sur c'est ça que peut vous apporter l'IA. Soit vous êtes déjà expert d'un sujet, servez-vous-en, posez les bonnes questions ou autre. Soit, en fait, vous n'avez pas encore vous pensez pas avoir un esprit critique suffisant pour interpréter ce que va vous donner l'IA. Et dans ce cas-là, demandez plutôt les bonnes questions à se poser pour avancer de manière un petit peu plus prudente, plutôt que d'aller trop vite. Alors, il y en a eu plein des exemples, et dans le monde, il y en a qui ont été médiatisés, de personnes qui ont pris mot pour mot ce que leur donnait l'IA parce qu'elles ont eu ce qu'on appelle le comportement Google. C'est comme un moteur de recherche. Je pose une question, on m'a dit que l'IA était incroyable et je me fie assez rapidement à la personne. Et là, ça fait sourire et ça paraît un peu infantilisant de le dire comme ça, mais chaque semaine, j'ai l'impression, j'ai des exemples où ça se passe dans des entreprises, y compris à des postes de haut niveau, parce que en fait, c'est tellement bluffant les résultats qu'on peut avoir qu'il est très facile de se faire avoir par l'IA, même quand on pense qu'on maîtrise un sujet ou autre. Donc, en termes de... Si on veut être sûr que les salariés l'utilisent bien et au service de leur progression, je pense qu'il y a ce genre de... C'est même pas une formation qu'il faut faire, une sensibilisation, c'est de la com interne pour dire, de trouver quelques exemples qui sont propres à votre secteur, pour dire attention à ces petits pièges. Sinon, on tombe dans les questions que pose France ou autre, enfin, dans ces remarques, où il y en a qui vont considérer que ça y est, ils sont devenus experts du sujet grâce à l'IA. Et ça, c'est tellement dangereux dans la formation comme dans le travail que ça fait partie des... il y a déjà pas mal de boîtes qui l'ont intégré dans les... Alors, soit c'est des chartes, soit c'est des guides de bonne pratique, mais ça fait partie des consignes internes à diffuser en toute urgence, vu que la plupart des salariés, sauf quand c'est interdit dans les boîtes, utilisent déjà les IA pour leur boulot au quotidien. Et il y a une autre manière de faire pour gérer ça, parce que moi, je considère que je peux encore me faire avoir assez facilement, alors que j'utilise depuis 1 an, c'est qu'il y a des boîtes qui disent, pour qu'on ne tombe pas trop là-dedans, on va être transparent dans notre utilisation de l'IA. Et quand on utilise l'IA pour un travail qui sera publié en externe ou qu'on va remettre à son manager ou à un collègue ou à une autre équipe, on explique quelle est la proportion du travail qui a été faite par l'IA pour attirer la vigilance de ses collègues plutôt qu'ils se disent « Ah c'est bon, s'il nous le remet, c'est déjà validé ou autre ». Et ça, en fait, ce que ça permet en vrai, c'est que les autres personnes puissent dire « Ah attention, là, en fait, dans le travail que tu m'as rendu, ça c'est incohérent » et que les salariés s'entraident un peu les uns les autres à comprendre comment bosser avec l'IA. Surtout que les outils changent. Tu disais tout à l'heure, Christophe, que peut-être ChatGPT, dans 6 mois, ce serait un autre modèle, un autre outil. Et en fait, déjà de mois en mois, on a des outils différents. Donc, je pense que même les gens qui se considèrent comme bons dans leur métier et dans l'usage des IA devraient se méfier de ce phénomène dont on est en train de parler, et pas juste les gens qui ne connaissent, qui sont juniors dans leur métier. Alors, pour être très terre à terre, une question justement, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez le droit d'utiliser ChatGPT? Alors non, mais je l'utilise quand même. Non, et je ne l'utilise pas. Et oui. Elle est géniale cette réponse. Non, mais je l'utilise quand même. Et oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, pour en avoir discuté avec certains RH, ils m'ont dit, écoute, non, nous, c'est interdit par la DSI pour le moment, pour différentes raisons. Mais on sait que certains salariés l'utilisent. C'est comme il y a 15 ans, quand il y a des boîtes qui interdisaient Facebook ou certains forums, et du coup, les salariés le faisaient avec leur compte privé ou sur leur mobile avec la 3G, et les infos étaient encore moins en maîtrise de la DSI quand elles se retrouvaient sur les forums publics. Exactement. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce petit sondage, évidemment qui est anonyme. On ne va pas pointer du doigt les gens qui nous disent non, je ne l'utilise et je l'utilise quand même. On enverra directement à votre direction, ne vous inquiétez pas. C'est quoi quatrième? Il y a quelqu'un qui a mis 4e réponse dans le chat. C'est quoi 4e réponse? Quatrième réponse possible. Il n'y a pas encore de position claire de l'entreprise, donc je l'utilise, mais je ne sais pas si l'entreprise est OK ou pas. Ouais, je pense que ça doit être aussi assez répandu. Alors, réponse. Alors, non, mais je l'utilise quand même, évidemment. Il y a quelques personnes. Non, et je ne l'utilise pas. Et oui, j'ai le droit de l'utiliser, mais ce n'est pas une majorité absolue. On est quand même sur du 50-50. Magali nous dit, nous n'avons pas encore défini de politique.
Et Alexandra nous dit, je ne l'utilise pas à titre pro, mais à titre perso. Bon, alors là, je vous ai posé quelques petites questions ce matin, je ne vous ai pas trop embêté. Vous voyez en haut là, du webinaire, il y a un bouton qui s'appelle, un bouton jaune, études IA et RH. On a lancé une étude, là, on la lance aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les usages, vos usages. Donc, n'hésitez pas à participer, hein, ça va vous prendre une dizaine de minutes max. Et courant mars, avec mes invités de ce matin, on refera un webinaire où justement on restituera ces résultats pour avoir un peu la tendance, de la communauté RH et sa vision par rapport à l'IA. Alors, j'ai une ou deux questions hein, pour finir. Je me posais la question de est-ce que l'IA va permettre plus d'inclusion en entreprise? Alors, on l'a traité partiellement hein, tout au long de ce webinaire. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Est-ce que l'IA sera plus inclusif que l'être humain? Je peux juste... Ouais, vas-y Pierre, si tu veux. Alors, je fais vite. Moi, je pense que ça va amener plus de possibilités d'inclusion, clairement. Déjà, pour ceux qui ont du mal, toujours avec le digital. C'est un peu paradoxal, mais une technologie beaucoup plus complexe rend plus accessible plein de choses. Aujourd'hui, si sur Excel, on ne sait pas faire des tableaux croisés dynamiques, avec ChatGPT, en lui parlant, on n'a même pas besoin de taper le texte. On peut lui dire, est-ce que tu peux m'aider sur Excel? J'ai fait une capture d'écran que je te mets. Est-ce que tu peux me dire comment je fais telle formule pour mieux utiliser tel outil? Et le fait que ça comprenne la manière dont on parle et qu'on puisse discuter en fait avec une machine, moi, c'est une conviction, hein, ce n'est pas une prédiction, mais je suis convaincu que ça va aider plein de personnes qui sont encore pas à l'aise avec les outils digitaux d'aujourd'hui à savoir mieux les utiliser juste en discutant avec, alors que ce soit un chatbot, une IA en tant que telle ou autre. Je pense que ça va permettre d'inclure du coup des populations qui paradoxalement étaient jusqu'à présent un peu plus éloignées du numérique. Si elles sont très éloignées du numérique, là je pense que ça peut produire l'effet inverse. Et ça peut, deuxième exemple, et je m'arrêterai là, ça peut aussi permettre plus d'inclusion parce qu'en fait, la capacité de transcript pendant une visio permet de restituer plein de choses en live à des personnes qui ne comprennent pas, par exemple, la langue dans laquelle quelqu'un parle. Là, on n'a plus besoin de traducteur, on peut avoir un transcript en temps réel qui est traduit. Donc, pour les réunions d'équipes internationales, beaucoup plus facile de comprendre directement plutôt que de dépendre d'un traducteur, mais aussi pour comprendre les vocabulaires métiers. Quand on a des concepts évoqués par les équipes financières ou IT qui sont dans des réunions RH, moi, je me rappelle que souvent, sur certains trucs, j'ai galéré, je n'avais pas tout le temps de poser des questions. Là, avec les IA, c'est beaucoup plus facile de comprendre des concepts complexes et donc de mieux communiquer avec d'autres équipes, ce qui permet d'inclure des personnes qui ne connaissent pas tel ou tel sujet, telle ou telle technologie ou autre. Donc, sur ces deux exemples, je pense que ça va permettre plus d'inclusion, mais je mets ma main à couper que mes collègues de ce webinaire vont sortir des exemples inverses, parce qu'en fait, il y a les deux. Ce qui est intéressant sur ce que tu dis, Pierre, et on avait déjà discuté, Christophe, c'est que je pense que ça permet plus d'inclusion sur tout ce que tu dis. Il y a plein d'études qui montrent que justement, ça permet aussi de réduire le gap, par exemple, de performance entre les gens qui sont considérés très bons et les gens qui sont considérés moins bons, sous réserve que ces personnes sont aussi, on va dire, accompagnées, formées à l'outil, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce travail à faire, comme je disais tout à l'heure, sur la sensibilisation, etc. Mais sous réserve qu'il y a cette aussi action d'accompagnement, ça permet beaucoup plus d'inclusion sur cette typologie de profil. Et après, deuxième élément, je pense qui est aussi important, c'est que ça permet aussi plus d'inclusion dans les profils qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, quand l'IA est bien construite, ça permet sur les démarches de recrutement d'arriver à autant de profils, par exemple, d'hommes et de femmes qui sont recommandés. Ça permet aussi d'ouvrir, on va dire, beaucoup plus de portes sur les profils qu'on va chercher en termes de diversité, que ce soit sur le genre, sur l'origine, sur le niveau de diplôme, même sans diplôme, etc. Et donc, vraiment, en se ressentant sur ces critères essentiels, l'IA en capacité de recommander des profils qui sont beaucoup plus divers. Et on le voit sur nous, certaines entreprises qu'on accompagne, on arrive sur des incréments de diversité qui sont de l'ordre de 30 à 40% en plus, en se recentrant encore une fois sur des recommandations qui sont plus justes et plus équitables. Alors, plus équitable, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu as dit autant d'hommes que de femmes, et je ne vois pas pourquoi une IA se baserait sur autant d'hommes que de femmes. Elle va se baser sur une compétence.
Ah oui, mais du coup, quand tu regardes aussi, en fait, sur certains critères, en fait, la distribution de la maîtrise d'une compétence ou d'un facteur de personnalité, d'une motivation dans la population, en fait, elle est statistiquement bien distribuée. Je te prends un exemple tout bête, demain, tu recherches, je sais pas, une personne qui est innovante, tu as autant de chances, la même probabilité de la retrouver chez un homme, chez une femme, chez quelqu'un qui vient d'Amérique, de Chine ou de Belgique, je ne sais quoi. Et donc, au final, en se recentrant encore une fois sur des critères qui sont peu genrés, mais prédictifs de leur restant poste, bah, ça te permet encore une fois de recentrer, en fait, d'avoir aussi un pool de candidats qui est plus divers. Après, encore une fois, une chose qui est importante à garder en tête, c'est que l'IA va juste faire une recommandation et derrière charge au RH, au recruteur de prendre une décision. Et donc, forcément, derrière, l'IA peut faire ce qu'elle veut. Si derrière, ça suit pas, on ne suit pas la recommandation, bah voilà. Quoi. C'est ce que dit, je ne sais plus qui disait, Corinne, ça va limiter les biais cognitifs, quoi. Exactement. Julie, ton avis? Pardon. Alors, mon avis, j'aurais tendance à dire oui. On sait effectivement, comme ça vient d'être expliqué, que ça peut avoir un impact significatif sur le recrutement en éliminant des biais ou des choses comme ça. Ça s'applique aussi pour moi à la formation pour permettre de définir des parcours de développement adaptés vraiment aux compétences individuelles, actuelles et aux aspirations pro des collaborateurs. Donc, en ça, pour moi, c'est une approche qui peut être plus inclusive, permettant finalement à chacun de s'épanouir dans son rôle. Un point aussi où je vois une potentielle inclusivité importante, c'est finalement sur la capacité à anticiper les besoins individuels des collaborateurs en analysant les données, ce qui permettrait de détecter des signaux précurseurs de problèmes potentiels. Donc ça permettrait finalement d'intervenir proactivement en créant donc des environnements de travail qui seraient attentifs et réactifs aux spécificités de chacun. Bon, après, évidemment, il faut que tout ça soit mis en place, soit fait avec éthique et transparence. Donc, c'est mon point de vue, mais je ne suis pas une experte sur le sujet. Andrea? Je pense, une fois de plus, en fait, oui, ça peut l'être, mais ça dépend comment tu veux orienter comment tu veux orienter ton recrutement ou ta pratique RH. Parce que de toute façon, si tu n'as pas envie d'être plus inclusif, tu peux utiliser l'IA pour ne pas être plus inclusif. Par contre, ça peut être un vrai facilitateur, comme on disait au début. Si tu veux mettre ces choses-là en place réellement, ça peut te permettre de le cadrer mieux. Mais comme disait Julie à l'instant, mais il faut aussi, tu mets en place aussi ton plan éthique et tu peux mettre des vraies choses en place après, les outiller et avancer là-dessus. Mais de toute façon, tout remonte aussi à la direction donnée par l'entreprise en elle-même. Parce que si l'entreprise, elle ne met pas des vraies actions en place, s'il n'y a pas des vraies discussions, s'il n'y a pas une vraie volonté d'inclusion derrière, l'IA va pas t'apporter quoi que ce soit, ça sert à rien. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'il faut jamais oublier, surtout qu'on est en train d'accélérer assez vite. On a vu ce qui s'est passé là dans les 2 dernières années, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est de se dire: «OK, de toute façon, on peut s'outiller, on peut s'armer de la meilleure manière du monde, mais si les intentions sont inchangées derrière, ça n'amènera pas plus d'inclusion à mon avis». Donc potentialité d'inclusion, oui, plus 100, mais dans les faits, ça dépend de la direction qu'on veut donner. Bon, j'imagine, Julien, que tu es assez d'accord pour dire que ça va être plus inclusif. En fait, moi, je suis 1000 fois d'accord avec Adrien. Il ne faut pas oublier ce que je disais au tout début. Une IA, c'est vous qui lui donnez un objectif. Si vous lui dites « sois plus inclusif », il le fera. Il pourra rater, mais en tout cas, à un moment donné, il va y arriver si vous lui donnez les bonnes données ou les bons paramètres. Donc ça dépend uniquement de ce qu'on dit. Je pense même que si on dit à une IA « je veux que mon entreprise soit plus performante », à l'intérieur de ça, il y a de l'inclusion, de l'inclusivité qui va arriver parce qu'on sait par les recherches que c'est un critère de performance pour une entreprise. Une équipe où il y a beaucoup de diversité, par exemple, fonctionnera mieux qu'une équipe ultra homogène à la fin. Donc oui, je pense que c'est possible. En revanche, là où je pense qu'on risque de ne pas être assez inclusif et que ça dépend là pour le coup que de nous humains et pas d'une intelligence artificielle, c'est sur le fait de former les gens à l'intelligence artificielle, de comprendre comment ça marche en fait derrière. Et ça, moi je trouve, alors nous on a des contenus sur étagère par exemple sur ces sujets d'IA.
Ils sont beaucoup achetés par les entreprises, évidemment, mais c'est malheureusement quand même souvent dédié à une cible management et pas à une cible terrain qui, nous, va être plus notre cible de prédilection. Donc, je pense que le risque de ne pas être inclusif, il est là. C'est plutôt sur bien former les gens à comment ça fonctionne, ce qu'on peut en faire, quels sont les risques, les dérives, quelles sont aussi les possibilités, pour que tout le monde puisse s'en servir et innover dessus. Mais ce n'est pas l'IA qui ne sera pas inclusive, là, pour le coup. Ça marche. Alors, comme on a cramé beaucoup de temps, on va finir par un tour de table où vous allez chacun me dire, pour vous, quel est le frein principal à l'IA actuellement. Et en deuxièmement, vous allez me dire, vous allez donner votre meilleur conseil au RH pour les intégrer, en fait, finalement, dans leur quotidien. Je vais commencer par Adrien. T'as pas mis le micro, Adrien. Mais il faut que ça arrive au moins une fois dans chaque réunion, c'est normal. Je l'avais pas Merci, fait c'était intéressant. Emric, c'est J'ai tout donné quand j'étais en muet. Non, le frein principal, en deux mots, ce serait vraiment l'erreur pour moi, le piège, ce serait de s'appuyer uniquement là-dessus pour faire tout ça. En fait, construire sa stratégie autour de l'IA et se dire, OK, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus, perdre mon esprit critique, mon esprit de jugement et surtout dans ma partie qui me concerne le plus, la partie recrutement, ce serait une véritable erreur. Il faut que ce soit un facilitateur, mais il ne faut pas que ce soit le décisionnaire dans ma campagne de recrutement, par exemple, ou dans ma structure RH, dans mon entreprise. Mais pour ça, il faut travailler collectivement en amont. Je synthétise au maximum, mais se mettre d'accord. Mais ça vaut pour le recrutement, pour l'IA, comme pour d'autres choses. Parce que je sais qu'en ce moment, c'est un des sujets qui est le plus remonté dans les discussions qu'on peut avoir avec les entreprises qu'on va accompagner. C'était moi, je veux mettre tout ça, tu peux m'aider, mais parce qu'il faut que je leur explique derrière, parce qu'il faut que j'arrive à les convaincre, parce qu'ils ne veulent pas. Ils me challenge surtout. Donc vraiment, sur l'IA comme sur d'autres sujets, ça va être ça. Ça va être de travailler ensemble en amont, de définir un cadre, mais surtout de ne pas oublier qu'on ne doit pas perdre son esprit critique, que ce soit individuellement ou collectivement, et qu'on doit l'utiliser à bon escient pour essayer de se pousser. Le garder seulement en facilitateur, mais pas en unique acteur de son changement. Voilà. Julien? Alors, pour compléter, je dirais, mais pour être très pratico-pratique, je pense que pour passer à l'échelle, parce qu'il y a quand même déjà quelques expérimentations qu'on voit chez nos clients, pour passer vraiment à l'échelle, il y a un frein qui va être technique et un peu géopolitique. C'est-à-dire qu'on va avoir le même problème qu'ont eu beaucoup de startups sur le stockage des données, en disant, voilà, si vous stockez aux US ou sur AWS ou autre, problématique, on ne peut pas l'utiliser en France, etc. Donc, il faut trouver d'autres systèmes. Ça, il va falloir l'anticiper un petit peu plus, je pense. Il va falloir favoriser l'émergence de modèles d'IA propriétaires et open source français et européens. J'ai parlé beaucoup dans le chat de Mistral AI, il faut aller voir. Mais il faut qu'il y en ait d'autres, il faut que ça soit soutenu par les politiques, il faut qu'il y en ait des moyens, il faut qu'il y ait l'émergence en Europe d'un géant de l'IA. Et en faisant ça, je pense qu'on pourra du coup se dire que les entreprises et les startups européennes pourront l'utiliser et n'auront pas de problème d'utilisation de données, Patriot Act, etc. Il y a des moyens de contournement. Actuellement, nous, on utilise beaucoup des choses de type OpenAI, mais on arrive quand même à protéger la donnée de nos clients et à passer les freins des DSI ou autres. Mais je pense que ça peut être un gros frein, en tout cas en Europe, qui peut nous faire perdre 1 à 2 ans, ce qui est énorme dans la logique d'IA dans les prochaines années. Et après, en conseil que je donnerais au RH ou globalement là, au stade où on en est là, quand je vois tous les RH que je rencontre sur ce sujet, il y en a qui sont très avancés, il n'y a pas grand-chose à dire, ils se débrouillent tout seuls. Et les autres, c'est plutôt de cultiver un sentiment de curiosité. Si vous êtes à ce webinaire, je suppose que la plupart des gens ont. Mais surtout, pas hésiter à se poser les questions, à les chercher. Il y a quand même plein de tutos ou autres en ligne qui existent, de journaux, d'articles. Voilà. Il faut aller creuser, il faut essayer de se poser les questions pour comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot, parce que ce n'est pas si compliqué. Et après, on peut l'utiliser sans en avoir peur, parce que ça, le problème, c'est que sinon, on a vachement peur. Donc, j'aurais dit ça. Il y a les freins techniques à côté qu'il va falloir lever, mais ça, c'est très pratico-pratique. Et à côté, pour les gens qui sont en décision au niveau de post-RH, à savoir est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas et de quelle manière, là, aujourd'hui, il faut d'abord bien se former, se cultiver sa curiosité autour de ça pour comprendre comment ça marche.
Merci Julien. Aymeric? Principal frein, moi je dirais, c'est de considérer l'IA avant tout sous l'angle technique et non humain. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le répète et j'insiste là-dessus, c'est que pour moi, l'IA avant tout, c'est un changement humain. Et il y a un message dans le chat pardon, qui est passé tout à l'heure qui disait que avant de parler d'efficacité, etc., c'est surtout un changement de mindset. Je suis totalement aligné avec ça. C'est-à-dire que pour tout changement, que ce soit IA ou autre, les gens vont avoir certaines préoccupations. Encore une fois, il y a un modèle qui est intéressant qui s'appelle le modèle des phases de préoccupation de Céline Bareil, qui explique tout simplement que dans tout type de changement, les gens vont passer par différentes phases. Et c'est exactement en fait ce qu'on voit avec l'IA. C'est-à-dire que première phase, aucune préoccupation. C'est ce qu'il y avait quelques années quand on disait oui, l'IA c'est bien, c'est loin, etc. C'est dans 10 ans, ça ne me concerne pas. Deuxième phase, ça va être des préoccupations égocentrées, c'est-à-dire concrètement, comment l'IA va m'impacter, est-ce que ça va changer mon job, est-ce que je vais perdre mon job, etc. Et on voit que beaucoup de gens aujourd'hui sont en plein dedans. Et il y a du coup des actions managériales, des actions RH justement pour accompagner ces personnes. Une fois que la personne a répondu à ses préoccupations sur elle-même, sur son job, c'est concrètement est-ce que des préoccupations plus orientées sur l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est sérieuse avec ça, est-ce que c'est encore un outil qu'on va nous donner et au final ça va finir sur l'étagère dans 2, 3 ou 6 mois. Une fois qu'on a répondu à cette phase, les gens vont se poser des questions sur l'IA en elle-même, où là on va plus aborder justement les aspects techniques, c'est-à-dire ok, j'ai compris comment ça a impacté, j'ai compris que l'entreprise était sérieuse. Concrètement, c'est quoi cette IA? Comment ça marche? Sur quoi c'est basé? Sur quels outils, on va dire, quelle démarche scientifique c'est basé? Une fois que ces questions sont répondues, on passe sur une 5e phase qui est centrée sur l'expérimentation, où là, les gens sont rassurés sur eux, sur l'entreprise, sur l'IA, et ils vont chercher justement à éprouver le modèle, à le tester, à savoir ce qu'ils peuvent en faire. À partir de cette phase, on commence justement à avoir un changement qui est accepté et des préoccupations qui seront plus, on va dire, orientées action sur comment je peux aussi engager les autres, comment je peux collaborer avec d'autres pour leur apprendre, pour les monter en compétences, comment on peut s'améliorer en tant qu'équipe pour l'amélioration continue, etc. Donc je pense que si on considère vraiment ce cheminement émotionnel, intellectuel dans la mise en place de l'IA, ça permet justement d'accompagner les gens au mieux. Mais j'insiste sur le fait que pour moi, l'IA, c'est avant tout, on va dire, un challenge humain. On voit que de toute façon, les aspects techniques aujourd'hui sont déjà assez bien maîtrisés, c'est-à-dire que ça avance à une vitesse grand V, mais que d'un côté humain, c'est beaucoup plus long, ça demande plus de challenge. Donc je pense que le principal frein se repose là-dedans. Julie? Alors du coup, il risque d'y avoir un peu de redites. Pour moi, il y a 2 principaux freins à l'adoption de l'IA. Le premier, c'est la fiabilité et la confidentialité des données. Donc on en a parlé, je suis assez alignée avec Julien. Il faut se tenir informé finalement des nouvelles IA et notamment souveraines qui arrivent, Mistral beaucoup, qui pourraient nous soulager sur cette partie-là. Donc il faut rester attentif. On sait que les RH traitent quotidiennement de la donnée sensible. On n'a pas envie d'informer OpenAI et encore moins les Américains sur comment on travaille. Donc ça, c'est un des premiers freins. Le second, il est plus humain avec je crois qu'Aymeric, tu l'as abordé, des craintes, des réticences au changement. C'est naturel que chacun soit un peu réticent à adopter des nouvelles technologies et en partie si elles risquent de modifier la façon de travailler ou mettre en danger son poste. Donc, il peut y avoir une résistance au changement en entreprise qui peut ralentir finalement l'adoption. Donc, c'est là que la communication, finalement, elle devient importante, et qu'il faut expliquer, rassurer, montrer que c'est un complément, pas un remplacement et que l'essentiel, c'est de bien comprendre que l'objectif des IA génératives, c'est pas de remplacer les humains, mais de les soulager, de les compléter. Et que du coup, ça crée finalement... Pardon ? On parle souvent d'intelligence augmentée en ce moment. Ouais, aussi, ça permet aussi sur certains sujets de monter en compétences quand on fait de la veille, ce qui est aussi très, très fréquent en RH. On peut plus rapidement monter en compétences. Là, encore une fois, il faut avoir une certaine confiance sur les données, mais ça permet effectivement d'avoir un RH un peu plus augmenté. Je le disais aussi tout à l'heure, quand on est RH, on est sur un périmètre extra large, recrutement, formation, gestion des compétences légales, sociales, juridiques. Il faut être up-to-date sur tous les sujets. Enfin, c'est très compliqué d'être au bon niveau sur tout le périmètre. Donc oui, d'être augmenté, un RH augmenté, j'aime bien l'idée, ne pose pas de problème. Donc voilà, en fait, comprendre que c'est une évolution, pas une disparition, et que ça peut vraiment, en réalité, créer des opportunités nouvelles.
Et enfin, pour mon principal conseil, moi, j'ai beaucoup souffert parce que j'entendais que les fonctions RH sont peu technophiles, sous-digitalisées. Donc, j'ai envie de dire, faisons taire la rumeur et soyons en avance de phase et moteurs sur le sujet. L'apport est tellement considérable, notamment aux fonctions de support, et qu'elles ont des répercussions à tous les niveaux de l'entreprise par rapport à nos collaborateurs, à la direction. Je pense que ça serait bien qu'on puisse porter la parole et la démystifier. Donc, je rejoins là aussi Julien, c'est qu'il est, à mon sens, mon principal conseil, c'est de rester curieux, informé, tester, apprenez, automatisez intelligemment et restez éthique. Et c'est à mon avis tout ça qui nous fera tirer le meilleur parti de l'IA dans la fonction RH. D'ailleurs, il y a pas mal de DRH qui l'ont mis dans leur plan stratégique 2024. Je pense à Jérôme Frito de la CNAF, par exemple, qui l'a mis au plan stratégique 2024 en utilisant la DRH comme un service test des IA génératives dans les process métiers pour ensuite voir comment il pourrait le déployer à d'autres fonctions support dans l'entreprise. Et je trouve que oui, la fonction RH est assez active. Et c'est vrai ce que tu disais, on critique souvent les RH en disant ils ne sont pas digitalisés, c'est faux. Et pas mal le montrent aujourd'hui. Et puis, excuse-moi, vas-y Julie. Non, pardon, j'ai fini, mais c'est vrai que c'est frustrant, là, encore une fois, quand on est en interne et qu'on voit que les budgets de digitalisation vont plus facilement au service marketing ou au service sales, et qu'on est toujours les dernières roues du carrosse, et que là, au final, je trouve que les acteurs RH sont super intéressés au sujet, et moi j'adore, et j'ai envie que cette fois-ci, ça soit à notre tour de porter la parole en entreprise. Alors, vu tout ce qui a été dit, pour ajouter quelque chose sans faire de redite, c'est pas évident. Moi, je pense que le frein, c'est la crainte des personnes soit de ne pas maîtriser, soit de faire des bêtises, parce que ce qui est médiatisé, c'est qu'il peut y avoir des fuites de données ou autres, donc il faut adresser cette crainte. Et le conseil, que ce soit pour les RH ou pour ce que les RH devraient dire à leurs salariés, moi j'irais même un peu plus loin que ce que dit Julien, c'est en fait de mélanger veille et mise en pratique, et d'alterner les deux pour se mouiller en fait. Peu importe ce qu'on considère maîtriser ou pas l'outil, condition de ne pas mettre de données personnelles et d'avoir quelques précautions d'usage dont on a parlé. Et vu la vitesse à laquelle ça va, en fait, c'est de forcer ses habitudes et de se caler déjà. Moi, il y a plein de RH qui me disent je pense que je vais m'y mettre dans un moment ou autre parce que là, j'ai pas le temps. Mais en fait, vu l'enjeu, alors chacun l'adaptera à sa manière, mais par exemple, de se dire il y a 3 heures par semaine que je consacre, où il y a 1h30, c'est de la veille, en suivant ce webinaire ou d'autres, et 1h30, je le teste sur des tâches de mon travail. Parce que si vous ne faites pas déjà l'exercice de la mise en pratique, c'est un peu comme la différence entre le code de la route et apprendre à conduire. Vous resterez dans j'ai l'impression que je comprends des choses que je n'ai pas vraiment expérimentées, alors qu'en fait, il n'y a que quand on essaie d'accélérer et de changer une vitesse et qu'on cale, qu'on commence à comprendre comment fonctionne la machine. Avec l'IA, c'est pareil, il n'y a pas le choix, il faut aussi mettre en pratique et pas juste faire de la veille ou pas juste se former, même si c'est très bien de se former, mettre en pratique dans son quotidien au moins 1h30 par semaine. Je pense que les RH n'ont pas le choix, que ce soit dans la paye, le recrutement, peu importe le domaine RH d'ailleurs. Merci Pierre, je vous partage les profils LinkedIn de nos intervenants de ce matin. Je mets un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude, on est 2 ou 3, là on est 6. Adrien, tu peux meubler pendant ce temps-là? J'ai pas de blague en tête. T'as pas de blague? Là, j'en ai pas. On s'est trop vu Non, la mais semaine dernière. c'était beaucoup trop. C'est quoi, 4 jours de Christophe Pat dans la même semaine? Ça fait beaucoup. Mais bon, donc là, on est à distance. Est-ce que ton ressorti augmenté? C'est ça qui est important. Tu es encore vivant. Ouais, je suis plus le même. Un truc que pourrait faire l'IA pour un peu meubler, qui pourrait être intéressant, ça existe peut-être, l'idée m'est venue sur ce webinaire, c'est d'arriver à déclencher le micro qui est muté quand la personne commence à parler et qu'il y a quelqu'un qui dit juste après « Ah, ton micro est coupé ». Comme ça, je pense que sur le nombre de réunions mondiales, on aurait un nombre d'heures de travail fabuleux. Je sais pas, parce que ça reste quand même le number one icebreaker de toutes les réunions malaisantes que tu peux avoir. C'est quand même pas mal aussi. Bon, voilà, je vous ai partagé les liens de tout le monde. Julie, Julien, Adrien, Aymeric et Pierre.
vous n'hésitez pas à les contacter directement sur LinkedIn pour tout type de questions. Je vous invite à participer à l'étude, je vous ai mis le lien. Et puis, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire ce matin. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses, que ça vous aide à réfléchir au sujet. Et puis, merci Julie, Aymeric, Adrien, Julien, Pierre. Je vous dis à bientôt. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay d'ici au plus tard demain matin sur MyRHline. Merci beaucoup. Et Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.